Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro. Et cette semaine, je suis avec Jérémy Lepage. Yes, sir. Et Ronnie Al-Nozir. Bonsoir tout le monde. Et cette semaine, on fait un petit retour sur la COP26. Et ça n'a pas l'air facile de vivre dans l'opposition. Ça base au PLQ et chez les conservateurs. Bonjour, messieurs. Bonjour François, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. On va remonter un petit Ça peu va le bien. son. Bon, messieurs, parlons-en tout de suite. Vous avez sûrement vu la nouvelle, mais je suis comme heureux de perdre du monde aux engagés publics. Ouais, on a perdu Clément. On a perdu Clément Laberge, mais c'est pour la bonne cause. Donc, pour ceux qui l'ignorent, Clément Laberge nous a quittés. Non pas qu'il est décédé, et ça va peut-être arriver dans sa prochaine job, parce que c'est une job demandante, mais bien parce qu'il est devenu directeur de cabinet à la Ville de Québec avec Bruno Marchand, qu'on a reçu d'ailleurs aux engagés publics pour aller voir l'entrevue. Et on a aussi le chef de l'opposition de la Ville de Québec. On était connecté à Québec avec Claude Villeneuve. Allez écouter ça. Donc, Clément, on lui souhaite un bon mandat. On est très fiers de voir nos petits-enfants des engagés publics reprendre le flambeau, pas juste devenir des commentateurs, messieurs, hein? Et reprendre le flambeau de l'action politique. Fait que, qui est le prochain chez vous, là, les gars? Ben moi, je pense que Ronnie, il s'en vient proche. Je pense qu'il est Il proche. veut-tu en parler publiquement? Je sais pas. Ben non pas tout de suite, mais éventuellement, il y a peut-être un gouvernement à Ottawa dans lequel je vais vouloir servir. Mais Conservateur, pour j'imagine, c'est bien ça? Oui, exactement. Non, mais c'est pas pour tout de suite. Là. J'ai une maîtrise à finir avant, donc on va faire ça avant. Puis après, on verra. Mais c'est ça. Donc, c'est toujours le fun de discuter avec vous. On va continuer la conversation et puis on va essayer, je pense, dans la prochaine année. Déjà 2021 va se terminer. 2022, on regardera qui voudra se joindre et qui on pourrait accueillir aux engagés publics. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un qu'on connaît bien, qui était très impressionnant, reprend le flambeau du changement, puis il va faire ce qu'il peut à Québec. Donc, bon mandat et bonne chance à Clément Laberge. C'est quand même une belle histoire, pareil. Il a passé par les engagés publics avant de s'engager publiquement. Ouais, c'est quand même pas pire. Il dirait qu'il l'a déjà fait avant, Ouais. dans l'ombre, derrière le rideau, dans une application comme vous autres, messieurs, là, comme tous les membres des engagés publics sont soit des anciens militants haut gradés, soit des cadres, soit d'anciens personnels, ou même on a eu un député à un moment donné. Mais effectivement, c'est bon de revoir le retour de Clément en politique active. Je vais aussi passer n'oubliez pas nos formations, donc les municipales sont derrière nous, les provinciales, ou moi j'aimerais mieux dire les nationales s'en viennent, comme le national de Québec. Donc les nationales s'en viennent à la province de Québec, donc si vous avez besoin de découvrir comment on fait de l'organisation politique ou comment on fait de la politique active, et ça peut être, oui, bon pour la prochaine provinciale, mais ça peut être bon pour si vous êtes prêt ou impliqué dans le mouvement étudiant, dans les syndicats, n'importe quoi dans la place publique, ou juste comme savoir comment générer du pouvoir, comment on peut s'organiser. Allez visiter formation avec un s.engagépublic.com, et c'est dans les semaines, donc les formations sont libérées une à la fois, et ces temps-ci, ces semaines-ci, c'est ma propre formation sur l'organisation du modèle Obama qui est présentée, et la prochaine devrait être celle de Rim Mossen sur la campagne permanente. Donc, ne manquez pas ça, il y en a continuellement tout le temps que les engagés publics existera. Messieurs, êtes-vous prêts pour un peu d'actualité? Allons-y. Ouais, pas trop pire, pas trop pire. J'ai écouté mon occupation double, fait que je suis prêt. Hey, je vais vous dire quelque chose vraiment publiquement. J'ai commencé aussi. Je suis tellement gêné de dire ça. Je suis même capable maintenant de suivre vos références, fait que gâtez-vous. Je suis tellement en retard, là. Ça fait genre 3 semaines que je suis C'est en ça, retard. avec ton implication municipale, toi, t'as pas eu le temps de J'ai te pas eu le temps. rattraper. Hein? Puis M. Coderre n'écoutait pas Occupation Double, fait qu'il m'en parlait pas. Tu bandais pas avec Denis. Pas sur Occupation Double. OK. Au provincial, donc à Québec, le PLQ accuse la CAQ de payer une formation partisane à même les fonds publics.
Il y a eu un courriel, une petite maladresse là, dans le personnel de la CAQ qui a envoyé une formation plutôt partisane à l'ensemble des conseillers dans les bureaux de circonscription. Ce qui est à la limite de la légalité, sinon pas full légal. Je pense qu'il y aura des suites sur ce dossier. Québec veut aussi favoriser le morcellement des terres agricoles, toujours un dossier chaud, les terres agricoles, surtout avec les changements climatiques. Du côté du PLQ, le congrès approche et on a appris que Gaétan Barrette ne se représentera pas. Tout ça suite à l'affaire Marie-Montpetit. Finalement, Marie-Victorin, on le sait qu'avec le départ, ben pas le départ, mais la victoire de Catherine Fournier à la mairie de Longueuil, ben, il y a maintenant il n'y a plus de députés dans Marie-Victorin. Donc, l'élection s'en vient, mais il y aurait une partielle possible encore. Donc, la CAQ a annoncé qu'elle présentera un candidat ou une candidate dans Marie-Victorin. C'est un peu sujet ce temps-ci parce que le PLQ avait proposé de s'abstenir si PSPP, le chef du PQ, se présentait dans Marie-Victorin. Oh, le beau piège. Et attends, c'est pas juste ça, François. Les libéraux, ils ont dit, on va laisser la place à Paul Saint-Pierre Plamondon si QS et la CAQ ne présentent personne, sachant très bien que QS va définitivement mettre un adversaire au Parti québécois et que la CAQ va définitivement essayer de prendre le parti. Super. Donc, les probabilités que les libéraux laissent la place au chef du PQ, pour moi, étaient de zéro. Là. Merci pour les détails, Jay. Finalement, au municipal, avant qu'on se lance tout le monde dans la bataille, il y a du côté de l'UPAC, là, on a arrêté les procédures contre l'ancien maire de Terrebonne, qui est maintenant Mathieu Traversy. Et l'ancien maire de Terrebonne, là, donc, il y avait des procédures judiciaires contre lui. Et l'UPAC sanctionne 2 responsables de sa propre unité. Donc, ça brasse dans ce milieu-là. Le municipal, le judiciaire, toujours des liens où il y a toujours des opérations qui sont en cours. Plusieurs maires de la région de Montréal veulent revoir leur salaire à la baisse. Surtout quand on se rend compte qu'avec toute l'assignation, au total de la rémunération, il y a certains maires qui vont aller jusqu'à 200 000 $. Donc, c'est beaucoup de bidou. Et pour finir, le gouvernement fédéral a interpellé Valérie Plante et le chef de la police de Montréal sur les armes à feu après le décès du jeune Thomas Trudel, 16 ans, par balle malheureusement dans Saint-Michel. Je sais que ça va être un dossier chaud dont vous voudrez sûrement parler, mais j'aimerais commencer, messieurs, avec... C'est notre première fois. Ben, René, on t'a déjà eu dans notre épisode spécial, entre guillemets, sur les municipales. Mais Jay, comment t'as trouvé les élections municipales, donc? Moi, je suis relativement satisfait pour une raison. Non, t'as deux gagné raisons. tes élections? Moi, moi, j'ai déménagé à Montréal dans les derniers mois. Fait que je suis comme entre Sherbrooke, j'ai encore de la famille, j'y vais de temps en temps. Comment ça marche? T'avais-tu le droit de vote? Moi, je vais te confier quelque chose, là. T'as pas voté. J'ai pas voté. Ah ben, tabarnam. Genre, j'avais une affaire de... Genre... OK. Faites pas ce que j'ai fait. S'il y en a qui m'écoutent là, en ce moment, là, puis qui sont... Engagé public, engagez-vous, votez pas. Oui, probablement, je savais pas si je votais à Sherbrooke ou à Montréal. J'ai pas fait l'effort de vérifier c'était où. Puis le jour du vote, j'ai réalisé que c'était le jour du vote. Puis là, j'étais comme fuck, mais j'ai d'autres choses à faire. J'avais mon agenda, blabla. Puis parce que c'est une excuse, là, mais c'est mon excuse, mais je sais que c'est pas une excuse. En vrai, j'ai pas voté, mais je ne suis pas fâché de ça parce que c'est Evelyne Baudin qui a gagné à Sherbrooke. Une ancienne souverainiste d'Option nationale, puis une femme quand même très impliquée. Elle a travaillé fort pour ça. Je la connais un petit peu, mais pas plus que ça. Puis c'est quand même, mettons, une progressiste là, par rapport aux autres à Sherbrooke en termes de candidats à la mairie. Puis à Montréal, c'est Valérie Plante qui a gagné. Moi, ça faisait mon affaire. J'ai jamais été full impliqué dans les municipales, autant à Montréal qu'à Sherbrooke. Mais en termes de résultats, je suis relativement satisfait et en ce sens-là, je regrette moins le fait de ne pas aller voter. Mais ne faites pas ce que j'ai fait et c'est sûr que les prochaines élections, je vais toujours me forcer pour aller voter. Je trouve ça extrêmement important. Hey, le mouvement souverainiste qui est en disarray ce temps-ci, c'est sûr qu'on va dire d'autres choses au PQ, là, mais ça a comme généré une force municipale en ce moment. On se recycle au municipal. Traversy, Catherine Fournier à Québec, c'est il y a Clément Laberge et Bruno Marchand, j'imagine, doit avoir des... Claude Villeneuve aussi. Hein, c'est l'arrivée des péquistes partout. C'est l'invasion des péquistes, René? Ouais. Ben oui, exactement. Écoute, mais à Montréal, je ne connais pas les positions de Valérie Plante, mais je pense pas qu'elle est très proche des libéraux de la CAQ. Tu penses? Hein? Je sais pas. Mais moi, ce que je voudrais dire sur le municipal à Montréal, souligner quelque chose
qu'on n'aurait peut-être pas parlé, là, à souligner Aref Salem, qui est rendu chef de l'opposition. C'est un élu que je connais bien. C'est un arabe aussi, c'est un gars d'origine libanaise. Puis je trouve ça vraiment cool que quelqu'un de la diversité soit rendu chef de l'opposition. Un jour, j'espère qu'on va avoir un win mairesse de la diversité. Mais bravo Aref pour elle, c'est vraiment cool. Un élu d'expérience dans Saint-Laurent qui est apprécié de tous ses collègues, même dans l'administration Plante. OK. Donc, j'espère que ça va donner un ton plus cordial au débat au municipal. Parce que pour y avoir travaillé et fait une campagne, j'ai vu beaucoup de partisanerie au municipal. Ouais, puis Je pense que personne n'est gagnant quand il y a de la partisanerie au niveau municipal parce que c'est sur les services. puis il risque de moins l'être, tu crois? Mais je crois qu'il va y avoir un ton plus conciliant entre l'administration Plante et M. Salem et le caucus d'ensemble de Montréal. OK. Puis ça va être cool. Donc, Messieurs, bravo, Aref. Je vous l'offre comme ça. Je vous délègue quasiment ma job d'animation. Mais est-ce que dans le provincial, justement, Ronnie, si tu veux continuer, est-ce qu'il y avait une actualité de nouvelle que tu voulais reprendre? Ben, je pense que vous allez vouloir que je vous parle du PLQ. Fait que Un petit peu, mais je te laisse pour ça. Je t'ouvre la porte tout de suite au lieu de te faire de te peinturer les coins. Mais tu sais, je veux dire, moi, je militais à la CJPLQ pendant les années Couillard, puis j'étais pas le plus grand fan de M. Barrette parce que je trouvais qu'il allait trop vite, puis je le disais même à l'interne, puis il y a beaucoup de jeunes libéraux qui pensaient comme moi. Mais là, depuis qu'il a quitté, puis qu'il fait ses entrevues, puis qu'il admet certaines choses, puis qu'il dit certaines choses, je le trouve très, plus humble que ce qu'on a connu par le passé. Puis M. Barrette, on en parle beaucoup en mal, mais on n'en parle pas assez en bien parce qu'il faut quand même lui donner certaines choses. Par exemple, le prix des médicaments, il a contribué à faire baisser ça. Ça, c'est une chose. Puis pendant la COVID, il a joué un rôle de vulgarisateur vraiment incroyable, surtout sur Twitter. Tu sais, c'est quelqu'un qui, hors politique, est un médecin qui aime vraiment la job et aider les gens. Puis il a fait ce qu'il a fait dans le but d'aider les gens. Il s'est trompé, selon certains, mais on ne peut pas lui enlever. Puis être ministre de la Santé, c'est difficile de faire l'unanimité dans le sens que si tu fais rien, les gens vont se plaindre. Si tu fais quelque chose, les gens vont se plaindre. Ouais. Fait qu'au final, il a fait ce qu'il pensait être correct. Je ne suis pas d'accord avec nécessairement ce qui a été fait. Il a même reconnu que ça a été fait trop vite, qu'il a pilé sur le pied de certaines personnes. Mais au final, il faut saluer son engagement. Il va prendre sa retraite de la politique à partir de l'année prochaine. Et on espère qu'il va continuer à contribuer à la société d'une façon ou d'une autre. Et voilà, donc c'est ce que j'ai à dire sur M. Barrette. Mais là, tu défends l'homme, mais qu'est-ce qui se passe avec le parti? C'est quoi ta lecture des escarmouches qui, en ce moment, c'était un bras de fer entre une ancienne garde et la garde actuelle qui assoit son autorité? Parce qu'il y a quand même plusieurs annonces de départ, puis c'est le temps de le faire, l'élection s'en vient. Qu'est-ce qui se passe dans ton ancien parti? Ben, écoute, Ancien parti? je suis plus membre, en effet. PLQ, ouais, là, je savais pas ça. Quand même une grosse nouvelle. Mais tu sais, j'ai juste pas renouvelé mon membership, pas par insulte envers le PLQ, juste par comme ça me tentait pas, puis tu sais, j'étais correct avec ça. Puis en gros, si tu veux intervenir avant, je peux te laisser y aller. Je vais pas prendre toute la parole. J'ai juste deux petites choses que j'aimerais dire. Je suis d'accord avec toi, Ronnie, quand tu dis que peu importe ce qu'un ministre de la Santé va faire, il va toujours manger des claques ailleurs dans les médias. C'est probablement un des ministères les plus difficiles à diriger. Moi, comme peut-être toi, Ronnie, ou toi, François, je n'étais pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il a fait dans les années Couillard, mais reste que peu importe ce qu'il aurait fait, il y aurait toujours eu du monde pour chialer. Puis malgré le personnage que j'ai jamais plus que ça apprécié, je me souviens pendant la COVID, quand ça commençait, qu'il avait été, mettons, travaillé sous forme de job vraiment normal dans les milieux. Il était retourné sur le terrain, dans le fond. Il était retourné sur le terrain, un peu comme Laurent Duvernay-Tardif il avait fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais apprécié le fait qu'il y avait des compétences dans ce domaine-là, puis de manière concrète, il prenait sa peau à lui, là, son individu, puis juste rajouter un soldat de plus à ça. Puis moi, j'avais trouvé ça quand même noble de revenir à la base, surtout en temps de crise comme ça, pour cette personne-là. Fait que c'est les deux petites choses que j'avais à dire. Puis, tu sais, on voit Amir Kadir maintenant à la télé, souvent, là, qui commente l'actualité, tout ça. Je suis sûr que M. Barrette aussi va être appelé à le faire, là, souvent. Personnage coloré, hein? Fait que... à la télé, il va être super bon. Donc, je suis sûr que les gens vont finir par l'aimer, là, à force de le voir à la télé. Mais là, tu fais ton bon politicien, là, tu te pratiques pour Ottawa, j'imagine, là, mais tu n'as pas répondu à ma question. Non, mais j'y allais, je voulais juste laisser parler Jérémy, mais je vais y aller au PLQ. En gros, oui, c'est vraiment un shift générationnel. Tu sais, je pense qu'ils ont une chef qui est une personne absolument compétente, absolument incroyable, qui ferait une excellente première ministre advenant qu'elle devienne premier ministre.
Ceci étant dit, il y a effectivement une vieille garde, Mhm. pas pour les discréditer, mais il y a des gens comme Mme Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre qui sont là depuis longtemps, Carla Setao qui est arrivée avec M. Couillard, il y a Catherine Nouvelle qui ça fait un bout, Pierre Arcan, tout ça. Ces gens-là ont servi le parti, ont servi l'État québécois, mais il serait difficile de croire qu'ils vont se représenter pour un autre mandat. Ouais. Et le défi, là, va être, est-ce que le PLQ va être capable d'attirer des candidats pour prendre ces sièges et des candidats assez notoires, assez vedettes? Parce que je suis encore sur certains groupes Facebook de membres du Parti libéral du Québec. Ouais. Et ce que je vois là-dessus, c'est qu'il y a des discussions entre les gens qui regrettent un peu le virage nationaliste parce que la CAQ s'est un peu approprié ce créneau-là et qu'il y a des gens qui disent qu'il faut s'affirmer au contraire comme fédéraliste et parler pour les gens qui se sentent un peu moins représentés par le virage nationaliste que Dominique Anglade essaie de prendre et le virage peut-être un petit peu plus à gauche progressiste qui rejoint plus Québec solidaire. J'ai une Donc, le humble, PLQ j'ai une humble suggestion pour voir l'avenir du PLQ dans un chemin ou l'autre. Le PQ a décidé de prendre une voie très, très décidée, puis on voit un peu les résultats. Des fois, quand tu prends une position puis que le Québec avance dans une autre direction, ton parti va seulement s'avérer une niche. Jay? Ben moi, c'est quand même fou, là, parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des gens au Parti libéral qui penseraient que, dans le fond, c'est pas tant une bonne idée d'essayer de se rapprocher du vote francophone. C'est normal. Puis moi, Tu comprends qu'eux autres, ils sont comme ça, comme nous, on est souverainistes, mettons. Là. Ouais, moi, je comprenais la vibe du Parti libéral de faire comme, OK, il y a de quoi avec le vote francophone que ça marche pas, on l'échappe un peu, il faut travailler là-dessus. Fait que là, on sentait un petit peu plus de nationalisme. Puis là, dans le fond, ce que René dit, c'est qu'il y a du monde au Parti libéral qui pense qu'on aurait peut-être dû plus s'affirmer en tant que fédéraliste. Or, la résultante CAQIS live qui domine tous les sondages, elle vient un peu, selon moi, en partie du fait que de 2014 à 2018, il y a beaucoup de gens qui se sont écœurés du fait que on se faisait piler dessus, on avait l'impression de se mettre à genoux devant Ottawa, on faisait une requête, ça ne marchait pas, puis que dans le fond, qu'il y ait des gens, puis je critique pas ça, là, mais je trouve ça le fun à analyser puis à discuter, le fait qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait, au Parti libéral, proposer de quoi de beaucoup plus fédéraliste, alors que selon moi, les gens ont justement rejeté ça du revers de la main pour juste comme, tu sais, que c'est correct d'être québécois, puis on est notre façon d'être, puis on est une multitude de personnes de partout à travers le monde, puis c'est ça être québécois, puis on peut être québécois sans nécessairement se mettre à genoux devant Ottawa, puis toujours se faire dire non par le Canada. Deux points là-dessus. Un, il y a à la radio, j'entends beaucoup Luc Ferrandez, ancien maire du Plateau, qui parle de ces choses-là. Et lui, ce qu'il a dit, il l'a affirmé il y a quelques jours. Il dit Dominique Anglade, elle va être première ministre du Québec, mais il ne dit pas qu'elle va battre François Legault en 2022. Ce qu'il dit, c'est une bonne lecture. Non, mais ce qu'il dit, c'est que la CAQ est arrivée au bon moment et la CAQ de François Legault est peut-être pas une anomalie, mais une genre de comme, tu sais, quelque chose de temporaire qui va durer 2 mandats. Une nouvelle alternance de 2 mandats. Parce que le jour où Legault va partir, puis ce serait difficile de croire qu'après 2026, Legault ne céderait pas sa place à quelqu'un d'autre après 15 ans à la tête de son parti. Est-ce qu'une Geneviève Guilbeault ou un Simon Jolin Barrette, peu importe, va pouvoir rallier autant de personnes que Legault l'a fait? Et à ce moment-là, un PLQ dirigé par Dominique Anglade depuis maintenant, je pense que ça ferait 4 ans, 8 ans même presque. Non, 4 ans. Non, 8 ans, c'est ça. Un PLQ dirigé par Dominique Anglade depuis 8 ans qui aurait développé son identité sur un autre son leadership. Assis son leadership. Est-ce qu'il ne pourrait pas éventuellement prendre les rênes de l'État québécois? Parce que c'est ce qui est arrivé historiquement à Jacques Parizeau. Avant l'arrivée du multiparti là, avec QS, l'UFP à l'époque, ON, tout ça, c'est ce qui arrivait avec le PQ puis le PLQ, c'est que tu avais un chef qui s'installait. Très souvent, il perdait sa première élection. Et là, la question, c'était, dans le temps, les militants étaient capables de suck it up puis d'attendre. Tu penses-tu que le parti va être capable de ne pas essayer de la renverser tout de suite après une défaite? Je pense pas. Je pense que malheureusement, ce qui va arriver, c'est que Dominique Anglade va se faire, tu sais, j'aime pas le mot lyncher montrer parce que c'est très, ça évoque le sud-américain puis j'aime pas ça l'utiliser, mais plutôt comme, tu sais, montrer la porte de façon assez expéditive, tu sais. Puis ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire que j'allais dire, c'est que, Jay, peut-être que tu le sais moins, le Parti libéral, là, les militants là, purs et durs, tu sais, les OG, comme on dit, là, ils se fondent sur
un livre que Claude Ryan a écrit qui Oui. s'appelle Les valeurs libérales. Et Est-ce dans que ces t'en as une valeurs-là, copie, il y a- Ronnie? Pardon? Est-ce que t'en as une copie? J'en ai une, mais je pense qu'elle Ça est serait chez mes trop hot parents. si tu la sortais Je pense que, live. je pense que j'en ai comme 3, mais elles sont toutes chez mes parents, malheureusement. Ah, je suis un peu déçu. Mais continue, Ils sont continue. dans des boîtes chez mes parents. Mais en tout cas, ça pour dire que dans ce livre-là, il y a notamment 2 des valeurs. C'est un Québec fort à l'intérieur. Une des valeurs, c'est un Québec fort, mais Mhm. aussi la fierté d'être Canadien. Mhm. Et il y a des gens qui tiennent mordicus à ça, dans le sens que ça fait partie de qui ils sont comme militants. Évidemment, c'est des gens plus âgés, parce que les jeunes de mon âge, je commence à voir que oui, il y en a des fédéralistes pur et dur, mais il y en a qui ne commencent pas à questionner le fédéralisme, mais à comprendre que le Québec doit être un petit peu plus affirmatif au sein du Ouais, Canada. Ils sont sur la Un bonne peu voie, à la Jay. Tu vois, ça Bourassa. commence. Ils s'en vont. Un Ben, peu à la je comprends. Bourassa. On a tendance à admirer Ouais. beaucoup Robert Bourassa parce Ouais. qu'il l'a fait, ça, justement. Ouais. Et ça va être vraiment une guerre ou une petite opposition entre ces 2 factions-là au PLQ qui va déterminer le chemin que le parti va prendre. Moi, personnellement, le chemin que le parti prend en ce moment, c'est celui que je favorise. C'est juste que je trouve que les voix... Puis là, il y a un congrès à la fin prends du ta mois. carte. On va voir comment ça va se passer. Non, mais je le fais. Les engagés publics. Appuie ta Non, vision. mais ce que je veux dire, c'est que je vois que le congrès qu'il va avoir à la fin du mois va vraiment être déterminant pour voir quelle faction va le plus s'imposer. Ok. Et est-ce que la chef va être contrainte de suivre une autre marche à suivre pour l'élection, ou est-ce qu'elle va pouvoir continuer sur sa lancée? Mais ça, une chose, là, qu'il y ait des gens qui tiennent mordicus, comme tu dis, au Canada, puis qui se sentent attachés au Canada. Moi, j'ai toujours dit, puis je le pense encore, que ça, là, c'est la raison pour laquelle tu peux être fédéraliste au Québec. Puis c'est bien correct parce que tu utilises la même raison que moi quand je dis que je suis fier d'être Québécois. Si moi, je m'identifie au Québec, puis que je suis fier d'être Québécois, puis que quelqu'un se dit qu'il s'identifie au Canada, puis qu'il est fier d'être Canadien, ben, c'est la même argument, c'est juste qu'on n'a juste pas le même niveau, on ne s'identifie juste pas à la même nation, puis c'est bien correct. Puis moi, je respecte ça. Fait qu'il y ait des gens au Québec qui tiennent au Canada et qui s'identifient en tant que Canadiens, puis qui souhaitent rester en Canada, pour moi, c'est le meilleur argument d'être fédéraliste, parce que tu t'identifies en tant que Canadien, donc, parfait, ben, si tu veux qu'on reste dans le Canada, c'est un très bon argument. Ça, il y a des gens qui me disent ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais après, la différence, elle vient sur la façon d'être Canadien. Est-ce qu'être Canadien, c'est le fédéral avant tout, puis le provincial, c'est juste une province? C'est ça. On Parce que là, dans l'histoire, tu avais des Bourassa qui étaient genre Québec fort dans un Canada uni. Puis là, OK, mais genre à un certain niveau, genre tu peux me donner une claque à gueule, mais pas trop de suite, parce que là, à un moment donné, comme j'ai une espèce de dignité. Tu m'en donnes une fois de temps en temps, mais tu me donnes la majorité du temps des bonbons. Ouais, c'est ça, des bonbons. Puis... Ben, mettons, de se faire rabrouer par Ottawa, mais si c'est comme une fois ou 5 ans, c'est correct, en autant que pendant comme 4-5 ans, ça va bien. Une fois ou 5 ans, on mange une petite claque. Genre, tu demandes un rapport d'impôt unique, tu te fais dire non, puis là après... Par demande. Puis là, tu leur demandes, puis là, tu te refais dire non. Encore, après, humiliez-moi encore. Ils lui disent non. Mais je comprends. C'est comme tu dis, c'est surtout dans la façon de faire. Puis moi, je pense que Philippe Couillard, il était trop dans ce côté-là de genre pas assez Bourassa, trop du camp pas québécois. Puis ça a donné cette envie-là au Québec de choisir un autre parti. Puis c'est là que l'alternative au Parti québécois, ben là, tu n'avais plus que cette alternative-là historiquement. Tu avais la CAQ, les gens ont envie de l'essayer. Puis là, ça continue, puis ça continue. Parlant de cette alternative ou de ce changement, Marie-Victorin change. Jay, est-ce que PSPP devrait ou va se présenter, tu penses? Je ne sais pas s'il va le faire encore, mais selon moi, de mon analyse, mettons, moi, j'étais lui, là, ou mettons, j'étais dans ceux qui réfléchissaient à ça, je pense pas que ce serait une bonne idée, parce que s'il perd, ça va être très difficile pour la campagne de 2022. Ça, c'est mon opinion personnelle. Genre, mais il se présenterait où alors? C'est quand qu'il va se présenter? C'est supposé être un château fort péquiste. C'est un peu mais c'est un peu de se donner du temps. Parce que dans une campagne, lui, il est chef du parti. Fait que là, il va avoir beaucoup plus de visibilité. Puis en ce sens-là, ça lui donne plus de visibilité puis plus de chances d'être élu. Alors que là, c'est une campagne de 30 jours. Puis là, si tu perds, ben là, ce que ça annonce pour la suite. En tout cas, je sais pas. Moi, mettons que j'étais à sa place, là, j'aurais peur de me présenter parce que c'est comme faire un kit double. Ça pourrait être gagner, ça pourrait être très, très bon pour la suite des choses, pour le parti, mais perdre, ça pourrait être très, très mauvais pour le parti. Mais est-ce que ça démontre pas un genre de manque un peu de guts de ne pas y aller? C'est parce qu'il ne peut pas s'extirper de la situation du parti en ce moment. Là. Qui y va ou qui ne va pas, il est perdant. Parce que s'il va
il risque de perdre de toute façon les sondages ou la Ouais, transition. j'ai pas vu les sondages. Ça En dit fait, quoi, les si tu, sondages, si dans le tu fond? reprends les derniers sondages, puis je pense qu'il y a il y a C'est des sites pivot, c'est web là, pivot. qui, C'est qui pivot, évaluent ouais. un peu Ouais. là, l'évaluation là, des positions des partis là, dans les circonscriptions. Fait que, tu sais, normalement, la CAQ pourrait le reprendre plus facilement. Fait que c'est très dangereux s'il va. Puis s'il va pas, ben c'est difficile après ça de maintenir ta crédibilité politique, de Mhm. démontrer que tu es toujours une force politique et qu'on a toujours besoin de toi à l'Assemblée nationale. Fait que C'est ça. il est dans une très mauvaise situation parce que, honnêtement, le parti, un peu comme le Parti libéral, on revient au même débat que Ronnie sur le PLQ et le positionnement sur l'échiquier politique qu'un parti doit prendre. Là, ils ont un positionnement qui se différencie avec la CAQ. Ah oui, il y a d'autres éléments, mais à peu près, si on simplifie, seulement sur l'indépendance. Puis Mhm. comme l'indépendance ne se fera pas dans les 4 prochaines années, c'est difficile pour eux autres avec probablement une équipe amoindrie ou meurtrie qui va se présenter l'année prochaine. Ça va être difficile de juste justifier leur existence l'année prochaine. Fait qu'il est dans une mauvaise situation parce que historiquement, le parti va vraiment pas super bien. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, François. C'est bien ça, dis-nous Euh, pourquoi. Oui, mais en fait, c'est que dans toute ton analyse, tu supposes qu'il devrait se présenter puis que ce Non, serait c'est la seule option. non, je dis que dans Mais les en, deux cas, il est perdant, ça va y faire mal. mais ouais, c'est ça. c'est, Le c'est- contexte fait que ouais. c'est un peu comme si nous, amateurs de politique, on aimerait ça voir un chef qui n'est pas élu se faire élire. Puis là, en plus, ça tombe dans un comté historiquement péquiste. Fait que là, on fait 1 + 1. Ben bam, il devrait se présenter puis il va gagner. Puis là, s'il le fait pas, c'est parce que c'est un aveu de faiblesse. Mais à la base, il n'y a jamais été question qu'il nécessairement il allait se présenter. Et genre, pourquoi on prend pour acquis qu'il faudrait absolument qu'il se présente quand il pourrait juste prendre un pas de recul, pas prendre de risques, justement, mieux préparer sa campagne, arriver avec les promesses qu'il a faites dans sa course à la Mhm. chefferie, puis arriver plus préparé avec un momentum, avec beaucoup plus de visibilité à cause du débat des chefs, puis à cause des débats des chefs, puis de toute la campagne électorale. Peut-être, moi, je ne sais pas, moi, je suis à Montréal, puis je fais mes études, mais peut-être qu'il y a Mhm. plein de projets, de lois, de futures politiques à proposer qui risquent de plaire aux gens, je ne sais pas. Fait que moi, je OK. pense pas que c'est un aveu de faiblesse, je pense plus que c'est mieux se préparer, puis pas faire un kit ou double tout de suite, puis vraiment attendre aux élections. Puis au pire, juste d'aller placer une candidature vedette ou une candidature normale pour tâter le terrain de comment ça va avoir l'air, pour mieux savoir gager ça pour les prochaines élections. Moi, je pense, C'est 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 ça. quand la dernière fois que tu as entendu parler d'un chef qui se fait élire chef d'un parti et qui se présente à une élection 2 ans, général 2 ans après son arrivée comme chef du parti, sans avoir siégé une seule journée à l'Assemblée nationale. C'est très, très rare. Donc, J'en conviens, moi, René, c'est moi, très, je très pense rare. que ça Mais serait une pire affaire pour lui de ne jamais avoir siégé à l'Assemblée nationale parce que, au moins d'avoir essayé de siéger à l'Assemblée nationale. Ouais. Parce que ça démontre que tu ne trouves pas ça important comme chef non, non, de non, non, prendre ton siège à pas l'Assemblée d'accord. nationale. Ça, c'est comme Ben ça que non. je le vois, moi, parce que si tu te présentes dans Marie-Victorin, tu envoies les messages, tu dis, moi, je vais prendre la chance et je vais trouver un comté que je peux représenter pour pouvoir porter la voix des citoyens du Québec et de Marie-Victorin s'ils m'élisent à l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je pense que si l'élection générale était dans 3 ans, 3 ans et demi, je pense que tu aurais raison. Mais parce que l'élection générale est dans 1 an, il n'y a pas besoin de faire ce qui tout double-là. L'élection va arriver dans Mais un ça an fait déjà anyway. 1 an qu'il est chef. Ça fait déjà un Oui, an qu'il est chef. mais, Puis on ne mais l'a pas vu c'est pas une un seule journée problème. à l'Assemblée nationale, à part pour les conférences de presse, mais on ne l'a jamais vu. Mais oui, Il mais n'aurait En jamais chambre. posé de Non. c'est questions à correct. François Legault en chambre. Pour Mais moi, c'est pas une obligation, ça, pour se présenter. Dans ben, les, ben moi, ben tant de moi, signatures, tant d'argent, tant de questions au Salon Bleu. oui, mais si tu n'es Non. pas capable de te faire élire comme chef, Mais, comme mais, député dans une circonscription, mais pourquoi? c'est pas qu'il est pas capable, c'est juste qu'il, selon lui, c'est pas qu'il est pas capable, c'est qu'il fait le calcul. Mais là, en même temps, je dis ça, mais peut-être qu'il va se présenter, là, je ne sais Mais il pas. devrait. Mais s'il ne se présente pas, c'est parce qu'il fait le calcul qu'il y a plus de probabilité de chance de se faire élire en 2022 que tout de suite.
Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un aveu de faiblesse. Écoute, C'est juste que c'est pas le bon moment. Les sondages disent le contraire. Les sondages disent que le PQ va mal puis que ça va être 10 députés, même moins. Moins, c'est un député en ce moment. Si c'est ça, ce sera ça. Mais là on check, toutes choses étant égales par ailleurs. Une candidature, un comté. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il va pas se présenter? Puis la question, c'est, tu réfléchis, pour moi, j'essaie de le réfléchir d'un point de vue d'équipe. Genre, l'équipe du Parti québécois, est-ce qu'ils ont intérêt à envoyer le chef là? Est-ce que les probabilités qu'ils gagnent par rapport aux probabilités qu'ils perdent, puis la douleur que ça va infliger au parti s'ils perdent et tout le gain, les pertes par rapport au gain de s'ils gagnent ou s'ils perdent. Moi, c'est un jeu de calcul. Je pense pas que c'est si grave que ça s'il va puis il perd, parce que c'est un comté. Puis ça, on voit au moins le message qu'il est bien d'essayer. Là, je vous arrête là parce que je pense que vous dites la même voix depuis tantôt, là, mais je veux juste vous dire que qu'est-ce qu'on fait pour évaluer si tu y vas ou pas? Tu regardes tes chiffres internes aussi. On n'a pas parlé de chiffres internes encore. Puis, je vous écoutais tantôt, là, je pense que vraiment ce qui va au final être important, c'est le positionnement auprès de la bonne audience. Parce que là, on a un débat super d'initié. Puis, c'est sûr que s'il perd, c'est quoi les désavantages? S'il va pas, excusez-moi. S'il va pas, c'est quoi les désavantages? Ben, oui, sûrement qu'on va en parler dans la bulle, puis on va en parler à l'Assemblée nationale, puis on va en reparler dans les reportages, mais ça ne va pas changer grand-chose dans la population générale, puis ça ne va pas changer grand-chose. S'ils font une bonne job de positionnement, ça pourrait coller un petit peu sur eux autres, mais en ce moment, le PQ n'est pas et ne sera probablement pas l'adversaire principal des autres partis. Ils vont avoir moins d'attaques. Ils ne seront pas la priorité. Fait côté coller une image, positionnement, créer un narratif, s'ils ne se présentent pas, ça pourrait affecter un peu, mais ça va être un échange qui va être surtout dans la bulle. S'ils se présentent, puis qu'ils perdent, dépendamment des chiffres internes qu'ils ont, là, tu vas confirmer un narratif dans la population en général. Là, tu vas confirmer un peu plus que c'est un épisode de plus vers le déclin du pic. Fait que... mais je comprends votre différent, puis tu sais, Ronnie, toi, t'es vraiment sur le fait que qu'est-ce que ça représente de ne pas se présenter, puis la valeur démocratique de normalement, dans notre système, un chef devrait être à l'Assemblée nationale en train de poser des questions. Puis tu sais, clairement, Jay, t'es plus sur l'aspect stratégique de le faire ou pas. Tu penses pas que ça... Comme moi, que ça... Je pense que si, mettons, j'avais à donner mon opinion, à voter si pour, il devrait le faire ou pas. Mettons, selon tu le conseilles. Mettons, tu as été conseiller péquiste, là. Mettons, j'étais conseiller, là, je voterais contre. Parce que je pense que ça ferait plus mal que le bien qu'on pourrait en retirer. Tu votes quoi, Ronnie? Tu votes quoi, Ronnie, toi? Moi, je dis qu'il doit y aller. Puis François, ce que tu as dit, c'est que ça confirme un narratif dans la population générale. Je ne sais pas à quel point une partielle dans Marie-Victorin va avoir des répercussions dans la population générale. Ça a plus de portée. Pendant pas pendant un an, mais ça a un petit peu plus de portée. Non, mais imaginez les deux nouvelles. Là. Il y a une nouvelle que c'est genre une semaine, puis c'est de dire « Ah, PSPP se présente pas, ça va pas bien. » Puis là, il y a une autre nouvelle, c'est de dire « Il a fucking perdu. Là. C'est pas la même portée. » Puis t'en parles beaucoup plus longtemps parce qu'après ça, il va être dans l'actualité sur la partielle, il va être dans l'actualité pendant la soirée électorale, puis il va être dans l'actualité après. Fait que ça va avoir plus de portée, puis ça va plus percoler dans la population générale. Ouais, s'il perd, puis il est compétitif, comme mettons qu'il perd, tu sais, la CAQ fait 32, puis lui, il fait 27. Bring me the data. J'en reviens à mon point initial. Bring me the data. Regarde tes chiffres internes. À ce internes. moment-là, il peut dire, vous voyez, comme oui, la CAQ a pris le comté, ça fait comme 3 ans que c'est plus un comté péquiste. Mais maintenant, comme tu sais, on est compétitif, puis on a une chance on montre qu'on est compétitif, puis on est capable de... Mais tu penses-tu vraiment qu'ils vont être compétitifs? Ben, je sais pas. Il faudrait avoir les données, comme tu dis. Mais moi, je pense que, ouais, c'est vrai que ce que tu as dit, la différence, c'est ça, c'est que la stratégie versus la valeur démocratique. Puis il y a une autre affaire aussi. Moi, en allant travailler à l'Assemblée nationale quelques semaines, j'ai vu aussi l'aspect familial de la politique qui est vraiment difficile. C'est important. Et lui, ouais, c'est vraiment important, puis on n'en parle jamais, là, mais comme ça, pour l'individu, ça fait toujours partie de l'équation, puis c'est tough, mais genre, tu as aussi tout cet aspect familial-là qui n'a aucun rapport dans ton travail, mais comme ça, ton travail impacte indirectement toute ta vie familiale, fait que tout l'aspect familial qui prend beaucoup de place dans ta vie, forcément, mais que ça devient très difficile de jongler avec cet aspect-là. Plus ça. Fait que ça doit rentrer dans son calcul aussi. Non, c'est sûr que ça peut jouer, là, la conciliation politique-famille. C'est sûr. Mais bon, rendu là, c'est son choix. Puis j'ai hâte de voir. Puis, ouais, on verra. Ouais.
parlons de conciliation et de familles qui se chicanent parfois. Allons au fédéral. On apprend, je m'en vais vers les conservateurs, c'est là que je m'en vais. Mais on apprend quand même que le gouvernement libéral va s'excuser officiellement. Cette fois-ci, ça va être envers les victimes militaires d'inconduite sexuelle. Les libéraux sont minoritaires en ce moment, mais ils vont peut-être plutôt s'allier avec le NPD pour faire passer leur projet de loi à garder le pouvoir. Donc là, on ignorait un peu plus le bloc dans ce cas-ci. Et ça a été un peu le sujet de la semaine au fédéral. Donc, ça a brassé. Il y a une sénatrice conservateur, qui a demandé un vote de confiance au caucus national. Donc, ils ont une instance dernièrement. Et Erin O'Toole l'a exclue. Elle s'appelle Denise Batters et elle n'est plus conservatrice. Donc, Jay, penses-tu que O'Toole fait la bonne affaire, un peu comme, j'imagine, ce que Ronnie nous expliquait tantôt au PLQ? Y a-t-il un jeu de pouvoir encore une fois ici? Puis c'est une bonne chose d'expulser les gens qui ne sont pas d'accord avec toi? D'expulser O'Toole, tu parles? Non, il n'a pas expulsé O'Toole. O'Toole a expulsé cette sénatrice conservatrice qui a demandé un vote de confiance. Est-ce que c'est une bonne chose ou tu laisses place aux gens qui ne sont pas d'accord avec toi dans ton parti? Ben, en tant que... Comment je faisais ça? Genre, attends, je vais faire une grosse parenthèse. Depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression que la liberté d'expression, c'est beaucoup plus difficile. Puis, il y a beaucoup de gens, plus en plus de jeunes qui pensent qu'il y a bien des choses dans la vie que tu n'as plus le droit de dire. Puis, me semble que c'était ça à la base, être social-démocrate. C'était comme, t'es pas d'accord avec moi, mais comme je respecte ton opinion. Tu avais le droit à la dissidence d'un parti. Tu avais le droit à la dissidence. Parce que moi, à chaque élection, là, des pancartes, là, genre, je vais te faire une confidence, là, des pancartes à Sherbrooke arrachées, il y en a de toutes les partis, sauf les oranges. Que ce soit fédéral, provincial, les pancartes oranges, ils sont jamais arrachés. Jamais. Pas juste à Sherbrooke, les autres, ils sont tout le temps arrachés. Puis ça, je ne sais pas si c'est uniquement à Sherbrooke, mais il faut croire qu'il y a une partie de la population qui pense que quand tu ne penses pas comme eux, ben tu représentes le diable et c'est pas correct. Puis moi, je pense que, en tout cas, c'est pas de mon opinion. Tu peux être en désaccord avec moi, mais je vais respecter ton opinion puis je ne veux pas t'empêcher de la dire. C'est un principe que moi, je considère important. Ceci étant dit, si on fait référence au conservateur, puis le conservateur, justement, le chef qui a mis dehors une personne qui n'était pas d'accord avec lui, peut-être que parce que c'était chaud sa chasse, puis que son siège, il brûle, mais puis qu'il veut rester là. Moi, je pense qu'il aurait peut-être pas dû, mais là, en même temps, je suis pas en interne, mais je pense qu'il aurait peut-être pas dû faire ça. Pour un conservateur, ça me surprend un peu comme move. Intuitivement, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être juste respecté ça. Mais au bout du compte, au fond, je pense pas que c'est une bonne chose pour les conservateurs de toujours changer de chef comme ça. Je pense que le problème est plus profond. Peut-être dans leur... je sais pas. Genre, les conservateurs de toujours changer de chef, de Andrew Scheer à Erin O'Toole à un prochain, puis d'essayer. Je pense que si j'étais eux, le mieux, ce serait de reconstruire de quoi de plus profond, puis de justement perdre une élection, peut-être en perdre deux, gagner la troisième, ou de gagner directement la deuxième. Puis de mettre dehors des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ben, le message que j'envoie, c'est pas nécessairement positif, c'est ish. C'est mon opinion. Ronnie? Oui, alors, depuis l'élection fédérale, on n'a pas vu Erin O'Toole pendant vraiment longtemps. Il était comme un peu absent. Puis là, il s'est pointé le bout du nez pour annoncer son shadow cabinet, donc son cabinet fantôme. Et il y avait vraiment beaucoup de postes dans ce cabinet-là. Je pense au total, c'est 80 députés qui ont des responsabilités. Ils sont combien? Ils sont genre 100 keks, tu sais. You get a post, everybody get something. Mais pour elle, je sais pas si c'est 80, là, mais c'est vraiment beaucoup de monde. Là. Puis, ce qui est drôle, là, c'est vraiment beaucoup. OK, c'est peut-être pas 80, mais genre, c'est quand même beaucoup. Puis, si tu regardes, la dernière personne qui a été nommée, c'est Dominique Vien, l'ancienne ministre au Québec. Et elle a été nommée, genre, pour elle, OK, il y a je suis sur le site en anglais, fait que je vais le dire en anglais. Il y a une Shadow Minister for Women and Gender Equality and Youth, Karen Vecchio. Ça, c'est correct. Tu sais. Surtout chez les conservateurs, c'est peut-être pas une mauvaise affaire. Hein? Ça, c'est correct. Mais après, Dominique Vien a hérité du honorable titre Associate Shadow Minister for Women and Gender Equality and Youth. Fait qu'eux, ils nomment des porte-paroles, puis ils nomment des porte-paroles associés. Fait que ça vient d'un parti qui se moquait de Justin Trudeau pour son cabinet quand il a nommé un ministre pour la prospérité de la classe moyenne. Eh bien,
je vous annonce qu'ils ont aussi repris la prospérité de la classe moyenne. Pierre Poilievre est Shadow Minister for Finance and Middle Class Prosperity. Fait que déjà, ils sont arrivés avec ça. Ensuite, il y a eu la pétition de Denise Batters et j'ai vu Michelle Rempel, qui est une grande ténor du Parti conservateur depuis longtemps, faire une vidéo Facebook pour dire à sa collègue de retirer sa pétition parce qu'elle allait lui voler de l'espace médiatique pour le truc qu'elle allait annoncer le lendemain. Fait que dans le fond, les conservateurs entre eux se chicanent parce qu'une fait une pétition et elle vole toute l'attention médiatique à sa collègue. C'est comme si, genre, Dominique Anglade allait faire une conférence de presse demain, puis là, un de ses collègues annonçait une autre affaire. Ouais, c'est comme si Gaétan Barrette se chicanait publiquement avec Marie Montpetit. On ne verrait jamais ça. Et après, tu as la situation en Saskatchewan où est-ce que le premier ministre, qui n'est pas du Parti conservateur, mais quand même, dit que les Saskatchewanais sont une nation et réclame des choses pour les Saskatchewanais. Tu as ce gars-là d'un côté. Et de l'autre côté, tu as, comment il s'appelle, notre ami Jason Kenney en Alberta, pour qui ça va vraiment mal, puis pour qui il y a un congrès bientôt où est-ce qu'il pourrait y avoir un vote de confiance, où est-ce que, comme, il y a beaucoup de choses qui se passent en Alberta. Donc, ça va vraiment mal pour les conservateurs. Bref, c'est un cirque, les conservateurs, c'est ça? C'est vraiment un cirque, surtout que, puis là, je vois Erin O'Toole qui exclut une sénatrice. La seule chose que je peux lui donner comme justification, c'est qu'il a dit qu'elle ne respecte pas la volonté des gens qui ont voté pour une opposition avec lui dedans, parce qu'une sénatrice n'est pas élue. Donc, peut-être que ce qui l'a agacé, c'est que ce soit une sénatrice qui est une élue, qui est en fait une représentante non élue. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait mettre dehors. Qui, elle, se permet de jouer dans la démocratie, puis dans tout ça, alors que dans les faits, elle est nommée par le premier ministre et elle n'est pas élue. Donc ça, c'est la seule chose, parce que c'est ça qu'il a dit, en fait. Il a dit, une sénatrice ne va pas venir jouer dans les décisions des gens, de la population québécoise qui a voté pour nous, alors que, tu sais, elle n'est pas élue. Il ne l'a pas dit, mais je pense que c'était un peu sous-entendu. Donc, il y a ça. Ça, c'est mon opinion sur les conservateurs. Et après, pour ce qui est les libéraux en ce moment, qui doivent être vraiment contents parce qu'ils voient un peu du chamaillage au sein des rangs conservateurs. Et ils se disent, notre opposition est faible, le NPD va nous soutenir sur quasiment tout parce qu'ils ne vont pas vouloir déclencher l'élection. Et tout ce que le NPD ne va pas être d'accord avec nous, le Bloc va être d'accord. Le Bloc va être d'accord avec nous. Donc, on est correct. Il y a des gens qui disent que ce gouvernement minoritaire-là, il va durer un bon 3 ans, peut-être même 4. Ça serait pas fou. Ça serait Justin va peut-être vouloir une élection la semaine prochaine, on ne le sait pas. Mais moi, j'aimerais ça que ça dure longtemps, là, parce que moi, le gouvernement minoritaire, en fait, là, surtout fédéral, moi, je vis très, très bien avec ça. Ça donne un rapport de force au Québec, puis en plus, ça force les libéraux à faire des concessions, ou bien avec le NPD, ou bien avec le Québec. Bon point. Avec le Bloc. Mais moi aussi, je préfère les minorités en général. Je sais ce que ça. T'es sûr que tu veux dire ça publiquement, toi? Les gouvernements minoritaires. Mais t'espérais un gouvernement majoritaire libéral. Non, mais dans le sens que, tu sais, je trouve que le gouvernement majoritaire, ça peut bien fonctionner quand, tu sais, c'est vraiment comme... Par exemple, la CAQ, là, j'aimerais ça que ce soit une minorité pour qu'il y ait plus de conciliation entre les partis, mais on voit que ça fait quand même consensus dans la population, ce que la CAQ fait. Tu sais, même moi, il n'y a pas grand-chose que la CAQ fait qui me choque au plus haut. Tu sais, comme je suis généralement correct avec beaucoup de choses qu'ils font, c'est juste qu'il y a des choses que je ferais différemment. C'est vraiment ça. Mais à part la loi 21 puis la loi 9 que j'aime pas parce que c'est identitaire et tout, il n'y a rien que la CAQ a fait. T'sais, on a vu avec le projet de loi 2 sur les trans, là, il y a eu une mobilisation puis ça a fonctionné. Oui, puis ils ont retiré leur. Donc la CAQ apprend à faire de la conciliation. Comme Valérie Plante, d'ailleurs, semble apprendre à Montréal à être conciliante, comme d'ailleurs les libéraux fédéraux semblent aussi apprendre à travailler avec les autres partis. Puis je pense que quand on voit ça aux 3 niveaux de gouvernement, c'est sain pour la démocratie en général. Je vous pose la question, sentez-vous qu'il y a comme un vent de... C'est peut-être juste purement moi qui est naïf, là. Puis, mais tu sais, j'écoutais un certain Bruno Marchand à Québec, j'entendais certains nouveaux élus municipaux, puis il y en a que ça a été même dans leur propositions, puis dans leur langage pendant les élections. Il y a, on dirait qu'on veut sortir un petit peu du langage toxique, on veut commencer à travailler ensemble. Là, c'est sûr qu'à Québec, on a vraiment
le 99% d'appui de la population à la CAQ, là, fait que ils font un peu ce qu'ils veulent, puis c'est difficile des fois de leur faire changer d'avis, là, mais c'est moi où on sent quand même qu'il y a un désir en ce moment publiquement ou dans le narratif seulement, dans la rhétorique seulement, de voir peut-être changer, de faire de la politique autrement. Tu sais, le rejet de Denis Coderre, ça peut rentrer là-dedans aussi. Comment vous voyez ça? Oui, moi, je ressens ça un peu de politique autrement, puis de travailler ensemble, de moins de cynisme, ou un peu des cœurs en titre de cynisme. Mais je sais pas trop, j'ai On hâte de vient de voir. sortir de la pandémie, là, je veux pas que vous vous chicaniez encore, les gars, là, tu sais, etc. Puis non, c'est ça. C'est un peu comme si les gens avaient envie de positif, puis ont envie de faire du positif. Puis c'est vrai que des fois, genre, on file en tant que personne qui aime la politique, on file comme moyen juste par le fait. Notre humeur est impactée de par le fait que dans la politique, mettons, ça va pas bien, ou genre des petits Ouais, c'est ça. scandales, des mauvaises Ouais. nouvelles. Puis là, ça nous impacte même moralement. Là. Mhm. Mais Ouais. là, en ce moment, comme tu dis, François, je le sens un peu. On dirait que politiquement, mon moral, mon humeur est impacté positivement par la Ouais. situation politique parce que il y a du nouveau monde, il y a des jeunes, il y a beaucoup de femmes, le Beaucoup de jeunes, gouvernement beaucoup de femmes, minoritaire. oui, oui. Genre plein de petites bonnes nouvelles comme ça. Puis même tantôt, tu disais, le mouvement souverainiste, c'est pas super fort en ce moment. Par contre, il y a plein de maires, mairesses souverainistes. Le Bloc, en Le ce bloc moment, va il est fort bien. à Ottawa pour une deuxième élection Le consécutive. nationalisme est très Euh, fort au Québec. C'est le nationalisme est la très fort au position Québec. dominante. Fait que, tu sais, le mouvement souverainiste, il n'est pas extraordinaire, mais en même temps, je pense qu'il est mieux. Il est limite, c'est bizarre à dire, mais c'est comme Il s'il est est à mieux une que v'là crise de 2 ans. Genre. renaître. Hein? Il est à une crise de Ouais, renaître. c'est pas comme si. C'est ça. C'est pas comme si, genre, c'était catastrophique. Limite, c'est même mieux que v'là 2 ans. Là. En tout cas, c'est ça. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on prend plus conscience des problèmes, tu sais, des problèmes comme plus fondamentaux qu'il faut régler, comme par exemple, pendant la dernière campagne municipale, tu sais, j'étais dans un certain camp, comme je travaillais pour un certain camp à l'élection municipale, puis les deux candidats s'entendaient sur les problèmes, tu sais, sur l'habitation, sur la sécurité, tout ça. C'est juste qu'effectivement, tu sais, je pense que, puis ça, tu sais, je peux le dire très ouvertement, tu sais, M. Coderre, il a fait l'erreur d'être un petit peu, tu sais, trop cynique, puis de jouer sur ça un peu. Puis, tu sais, j'ai aucune gêne à le dire que, oui, je travaillais sur cette campagne-là, mais, tu sais, effectivement, même moi, je trouvais un peu, des fois, que, comme, tu sais, que de dire, quand le vocabulaire, c'était la campagne, la ville est sale, tu sais, la ville n'est pas sécuritaire, tout ça. Mais, n'empêche que c'était pas entièrement faux quand on voit un jeune de 16 ans, parce que là, on n'en a pas parlé, mais je veux le dire, un jeune de 16 ans qui se fait gun down à Montréal, à Saint-Michel, puis c'est le 3e cette année de cet âge-là. Mais ce que j'ai aimé après, c'est la réaction de la mairesse Plante, qui, avec le chef de police, est allé directement sur les lieux, voir la famille, voir les gens, tout ça, et interpeller le gouvernement fédéral, hey, ça va faire les armes à feu, comme let's go, on attend après vous. Et j'ai vu M. Salem aussi qui a répondu en entrevue ce matin à Patrick Masbouillant. Effectivement, même chose, on tend la main, tout ça. Mais comme j'ai l'impression que, puis on va parler de la COP26 aussi, mais même sur le climat, je vois qu'il y a comme une. Tout le monde semble enfin comme comprendre qu'il faut faire de quoi. Puis c'est beau à voir parce que pour avoir connu les années libérales, Couillard, où est-ce que il y avait beaucoup d'opposition entre le PQ et le PLQ, une de mes plus grosses frustrations que j'ai vécues, moi, il y a un projet que je suis d'accord avec, c'est Pharma Québec, le projet que Québec solidaire veut faire. Je trouve que c'est génial comme idée, puis je comprends pas pourquoi c'est pas encore mis en place. Positionnement, juste qu'est-ce que ça a de l'air, ça a l'air de communiste. Mais on a Hydro-Québec, mais oui, ça c'est un autre débat. C'est ça, tu sais. Puis je me rappelle d'avoir écouté la période, parce que dans le temps où je travaillais en affaires publiques, j'écoutais souvent la période des questions parce que je faisais des analyses et des résumés pour les clients. Puis je me rappelle d'une période de questions où est-ce que, je pense que c'était Amir Kadir qui parlait à Carlos Etao, puis qui lui dit, écoute, j'ai déposé un projet de loi, comme, prends-le, fais ce que tu veux avec, change ce que tu veux, module mon programme comme tu veux, mets ton nom dessus, je m'en fous, mais passe-le. Fais ce que tu as à faire. Là. Change de nom, refais la page couverture, ajoute des couleurs si tu veux, don't care. Juste passe mon projet de loi. Puis ça ne s'est jamais fait. Puis c'est pas nécessairement de la faute. Pourquoi? Oui, parce qu'il était majoritaire, puis il était comme j'ai le droit de faire ce que je veux. Tu veux pas donner des points à l'autre équipe. C'est ça. Mais ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage que la politique, ça fonctionne comme ça. Puis d'ailleurs, tu sais quoi? Ça, c'est quelque chose que je veux donner à M. Coderre. C'est pendant la campagne, à un moment donné, il a dit, ils ont demandé. En fait, ça, c'était en privé. Privé, mais pas vraiment. C'est que c'était. Attention à ce que tu nous dis, là. Non, mais c'était au débat du Corim, qui n'était pas télédiffusé.
mais il y avait une mêlée de presse avec chaque candidat après. Puis, quand les journalistes ont demandé à chaque candidat, donnez-nous une qualité ou une chose que votre adversaire a fait que vous trouvez qui est bonne. T'sais. Puis, M. Coderre a tout de suite dit le Grand Parc de l'Ouest que Mme Plante a fait. Moi, je trouve ça vraiment bon dans l'ouest de l'île. Je le garde. T'sais, moi, si je reste maire, je le garde, il n'y a pas de problème. Alors que Mme Plante, quand ils lui ont posé la question, pendant comme 5 minutes, elle a fait comme c'est vraiment dur, tu sais, aidez-moi, puis tout. Puis ça, j'ai trouvé ça pas cool, tu sais. Fait que des deux côtés, j'ai vu des choses un peu, tu sais, elle a essayé de Il jouer s'aime la clip un pas. peu. Je pense que c'est Viviane qui disait qu'il y a vraiment de l'acrimonie Oui, il personnelle. s'aime. Puis finalement, elle a dit le bureau de l'inspecteur général, qui est un grand legs de M. Coderre à Montréal, qui a vraiment aidé à lutter contre la corruption. Mais tu vois, si on est capable, autant des deux bords, au municipal, au provincial, au fédéral, de tous les bords, de reconnaître quand l'autre personne, tu sais, au hockey, on le voit, mettons. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y a quelqu'un Ronnie? qui a marqué un but. Oui, Au Au hockey. hockey? oui, au hockey, Est-ce on que le tu voit t'en vas des avec fois. tes baskets, toi? Oui, mais écoute, quand Tes patates? je me rappelle que cette saison, il y avait un joueur du Canadien qui a essayé de déjouer un gardien adverse, puis Ok. que le gardien lui a dit non, ça ne fonctionnera pas. Puis après, le gars a fait la même manœuvre, puis il a réussi à marquer un but. Et? Ben, j'ai tout de suite vu le gardien aller saluer le joueur. Ok. Lui dire genre, tu sais, bravo, tu m'as eu. Genre, tu sais, comment, bravo, c'était un gars qui Sportsmanship. fait ça. Sportsmanship, tu sais. Puis je pense que ça prend ça Puis, plus en politique. justement, la semaine dernière, qu'il y a eu, je pense, la sermentation de Bruno Marchand à Québec, parce qu'on parle beaucoup de Montréal, on est à Montréal les trois maintenant. Donc, mais à Ouais. Québec, lui qui est en position minoritaire, il a, je pense, 2 ou 3, 4 élus seulement sur tout le conseil municipal de Québec fort et fier, ça doit s'accorder. Lui, il n'a pas le choix. Je pense que ça va bien que le personnage aussi, il n'a pas le choix politiquement de tendre la main. Mais je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre ça, d'entendre un politicien dire on va travailler ensemble, les gens le demandent. Là, il fait une petite jambette aussi à l'ancienne administration en disant ça va faire changement à Québec. Bon, ça, c'est pas de la bonne vieille guerre, mais je trouve que c'est rafraîchissant de voir ce ton-là. Fait que non, c'est sûr que si on prend Terrebonne, Longueuil, il y a une domination d'un seul parti. Dans certaines municipalités, c'est plus difficile, mais il y a un vent, il y a un vent de Montréal, changement. tu sais. Ouais. Fait que, parlant Puis- de. Oui, vas-y, excuse-moi, Jérémy, puis on va partir à la COP 26 après. Puis c'est ça, genre, tu sais, Ronnie, ce qu'il disait un peu, là, c'est genre, ce serait le fun que les partis collaborent davantage, puis ils reprennent les bons coups de chacun, puis tu sais, comme faire avancer, puis démocratiquement faire avancer Québec ou le Canada comme ça, même les municipalités. Moi, quand je travaillais à Québec, chaque bureau avait une TV, puis dans la TV, Oui. ça faisait un peu comme partie de ta job d'écouter les discours au Salon Bleu, les points de presse. Puis moi, j'ai remarqué beaucoup ça là-bas, là. Ça m'avait quand même marqué qu'à chaque jour, mardi, mercredi, jeudi, quand ils siègent, tu as toujours des partis, des candidats, des députés de toutes les partis qui vont déposer des motions. Puis c'est tout le temps la motion, je dépose telle motion, puis est-ce qu'elle est approuvée? Est-ce qu'il y a consentement pour débat? Consentement refusé, passe à la prochaine affaire. Puis comme ils font juste ça, parce qu'ils sont majoritaires, fait que je les comprends d'un point de vue stratégique. Là, je ne veux pas leur donner de la visibilité. Je ne veux pas qu'ils se fassent une vidéo Facebook avec eux autres qui parlent, blablabla. Mais pour la démocratie, c'est quand même pas sain. Tu as plein de motions qui sont déposées à chaque semaine de toutes les parties, puis qui sont toujours refusées. Même pas de débat, même pas de consentement pour en discuter. Parce que, genre, stratégiquement, ça te paye de fermer le clapet aux autres. Puis ils veulent garder le contrôle de l'agenda. De garder le contrôle de l'audience. Mais genre, pour la démocratie, c'est pas simple. Puis juste pour une raison de démocratie, ça devrait être assez convaincant pour laisser les autres juste proposer leur motion, puis déposant, puis au pire, tu seras contre. Mais genre, laisse la discussion aller au moins. Là. Vous souvenez-vous pendant les premiers mois de la pandémie, les oppositions et le gouvernement avaient formé une espèce de petit comité ad hoc où chaque semaine, ils se retrouvaient les 4 partis, puis ils échangeaient des idées, puis ça avait vraiment l'air de fonctionner. Puis c'est un peu stupide ce que je vais dire, mais tu te demandes quasiment pourquoi ça marche pas juste ce jour de même. On le sait pourquoi. Non, c'est ça. L'humain est l'humain. Mais c'était beau à voir, puis c'est sûr que puis c'était pas très connu, puis c'est une affaire de bulle politique. Mais on peut quasiment s'en ennuyer ou vouloir que ça serait un peu plus comme ça, axé sur le fonctionnement juste des solutions, puis pas juste du positionnement de communication, mais la communication est très, très dominante dans l'univers politique. Ce qui serait le fun, là, ça serait que, autant au municipal qu'au provincial, au fédéral, la minute que tu es minoritaire, tu sois obligé d'inclure
certains membres des oppositions Dans ton dans ton cabinet. comité exécutif ou ton cabinet. Ouais. Ça, là, si c'était légalement obligé, là, ça serait génial. Parce que, mettons, là, On ouvre moi, la voir... Constitution, Ronnie. Non, mais tu sais, moi, voir... C'est cave, là, mais moi, voir, mettons, une Véronique Yvon, là, Ouais. ministre Toi, de quelque t'apprendrais. chose, là, je m'en fous c'est qui le gouvernement. Puis je pense que même Philippe Couillard, il n'aurait pas haï avoir Véronique Yvon dans son cabinet. T'sais. Je pense que quand il y a des gens de même, tu sais, Alexandre Boulris, là, il ferait un excellent ministre. T'sais. Trudeau, il pourrait le prendre ministre du Travail, puis rien enlever à M. Duclos, là, qui a fait une super job. Là, je vais faire un super gros raccourci pour ceux qui sont en Sciences Po. Là, fait que mettez pas ça dans vos examens. Là. Mais c'est un peu un des arguments pour une réforme du mode de scrutin. Absolument. Parce que Absolument. tu favorises plus de gouvernements minoritaires, de coalition. Tu n'as comme pas le choix de t'associer avec d'autres partis. Puis là, tu dois négocier. Puis tu négocies comment? Avec des ministres, justement, de d'autres partis dans ton cabinet. Fait que c'est un des arguments. Oui, Jay? Mais je me souviens, on en avait parlé, François, de quand cette espèce de coopération-là, en début de crise, est arrivée, puis on était tous contents que les partis coopèrent. Mais je me souviens aussi, 6 mois, 8 mois plus tard, il y a bien des gens qui appelaient aux oppositions de genre, man, faites votre job d'opposition comme on en veut de la chicane, genre. Là, on n'avait tellement pas de chicane que les gens demandaient des critiques. C'était pas tant de la chicane que d'avoir un chien de garde aussi. Parce que tu avais comme le gouvernement faisait ce qu'il veut. C'est une espèce d'équilibre qu'on veut dans une démocratie. On aime ça quand ils coopèrent, mais en même temps, on veut qu'il y ait des différences d'opinion, puis on veut qu'il y en ait qui disent. Qui vérifient. Qui vérifient. Une des séries les plus cool que j'ai écoutées dans ma vie, ça s'appelle Borgen. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas si tu connais ça, François. J'ai jamais écouté, mais je sais c'est quoi. Mais c'est dans le fond, ça se passe au Danemark, puis c'est basé sur une femme qui devient la première ministre du Danemark, un peu par politique fiction. Okay. Pardon? Ouais, politique fiction. Dans le fond, c'est très minoritaire, c'est des gouvernements minoritaires. Donc, tu la vois former des coalitions avec le parti qui est quasiment comme le Parti populaire de Bernier, puis tu les vois comme. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait, mais pour un monde de même, il y en a qui disent même, mais c'est instable, puis ça fait peur, puis tout, mais non, parce que si tu es capable de faire quelque chose qui fonctionne, que les gens sont vraiment là pour servir le bien commun, ben à ce moment-là, ça peut fonctionner, puis ça peut même être bien, parce que, mettons que Pharma-Québec serait peut-être en place si on avait eu un gouvernement de Québec solidaire, un gouvernement avec Québec solidaire comme un député de Québec solidaire devant. Amir Kadir aurait fait un excellent ministre de la Santé. C'est pour ça. Vas-y, tu veux y aller après toi. C'est pour ça aussi que quand les gouvernements, mettons les libéraux, disent on est tanné des gouvernements minoritaires, il nous faut la majorité pour avancer. En réalité, pour moi, c'est surtout que ça les déplaît politiquement d'être toujours. De ne pas avoir le pouvoir à 100%, de toujours dépendre un peu d'autres députés ou de d'autres partis. Ça doit être désagréable d'un point de vue partisan et d'un point de vue stratégique, mais c'est sain pour la démocratie, ça. Genre, t'aimes bien mieux être député d'un parti majoritaire que d'être député d'un parti minoritaire. C'est plus facile de vivre dans d'un parti qui a la majorité au pouvoir. Mais c'est pas nécessairement plus sain, puis c'est pas nécessairement plus correct pour l'ensemble de la population, puis la démocratie en général. Puis, il y a une chose, par contre, c'est que c'est aliénant pour un député d'arrière-ban d'être dans une majorité parce que tu fais concrètement pas grand-chose. Tu pousses ton comté ou les intérêts de ton comté. Oui, c'est ça, mais tu es vraiment un député de comté. Mais à part ça, dans le sens que, comme je me rappelle, là, ils ont même enlevé ça à l'Assemblée nationale. Quand j'écoutais encore une fois des commissions parlementaires pour des clients, les députés de partis au gouvernement, dans le temps, le PLQ, posaient des questions à leur propre ministre pour. Puis c'était pas des questions genre pour les défier parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'il y a une ligne de parti. Fait que c'était genre. La réponse va être préparée, par exemple. Non, mais c'est genre, tu sais, je me rappelle les députés genre d'Abitibi-Ouest, je ne sais plus son nom, mais qui parle. Parlez-nous un peu de l'état du caribou forestier. En plus, le ministre, il part, genre, tu sais. 8 minutes sur le caribou forestier, mais il n'y a aucune comme nouvelle information, genre, il n'y a aucune comme genre apport au débat public, à part que le ministre dit on est vraiment cool, merci beaucoup de me poser la question pour que je puisse vous dire à quel point on est cool. Mais tout le monde le sait déjà, ça, parce que tout le monde a lu le budget, puis tout le monde a lu les crédits budgétaires. Donc, on peut-tu passer aux questions ou est-ce que c'est quelqu'un qui challenge quelqu'un? Tu sais, même à la Chambre des communes à Ottawa, il y a ça.
des députés du gouvernement qui se lèvent et qui disent « Est-ce que le premier ministre peut nous parler des excellentes initiatives prises par le gouvernement du Canada en affaires étrangères? » Fait que là, Trudeau se lève et dit « Ah, ben merci à ma collègue pour la question. Voici toutes les cool affaires que nous avons fait en affaires étrangères. » C'était une manière aussi de donner des réponses, c'est ça. Tu plantes. Mais comme C'est tout le monde des questions s'en- plantées, ça. C'est ça, mais tout le monde s'en tape de ça, tu sais. Fait que genre, on peut-tu passer à autre chose, s'il vous plaît? Là? Puis je nous écoute là vraiment, puis je sais que c'est encore. Puis c'est pour ça que les auditeurs sont là, on les remercie. Mais on est des fans de la politique, puis si vous êtes encore en train de nous écouter, vous êtes vraiment des fans de la politique Vraiment. ou juste de la chose publique, je vous le dis. Fait qu'on le sait que ça, c'est des sujets d'initiés. Mais. Puis c'est vrai aussi, je vais nuancer ce que je vais dire dans 2 secondes, c'est vrai aussi qu'il y a encore les vieux intérêts, puis il y a encore les vieilles pressions, puis il y a encore des gens qui défendent le pétrole, puis il y a encore des gens qui défendent les vieilles manières de travailler, même avec le besoin criant qu'il y a avec la crise de pénurie en ce moment de personnel. Mais on est tellement fucking dû pour du changement, puis ça va probablement se faire... On ne pourra pas fonctionner comme en 1947, en 2047 encore. C'est impossible. Il faut qu'on change. Et on est vraiment dû, oui, pour une transition économique, oui, pour une transition écologique, mais pour du changement de structure, du changement d'organisation, du changement constitutionnel, du changement de pouvoir. Tout ce débat-là, c'est... Oui, ben high level, là, mais ça dirige bien des affaires dans nos vies. Puis c'est justement de ça qu'on est en train de parler. De la manière que nos élus, nos représentants trouvent des solutions. La manière qu'on peut check and balancer leurs gestes, s'assurer qu'ils font pas ce qu'ils veulent tout le temps, puis abuser du système, puis d'utiliser les leviers publics puis les deniers publics pour faire ce qu'ils veulent de manière partisane. On va être fucking dû pour du changement bientôt. Fait que moi, ça m'inspire ce que vous avez le goût, là. I sense the change coming, guys. Ouais, c'est le fun. Parlant de changement, mais pas tant, pas trop, on va voir si on va garder espoir. On va finir avec Glasgow et la conférence de la COP26 qu'il y a eu là-bas en Écosse où les dirigeants mondiaux se sont entendus sur, grosso modo, le fait qu'il faut faire quelque chose pour éviter la crise. Ça, on le savait déjà. Ça fait longtemps qu'on Slow clap. Mais donc, on a réglé quelques questions quand même là, sur, par exemple, le marché du carbone. On reste, par exemple, dans l'impasse sur la question de l'aide aux pays pauvres. Bon, l'Inde n'est pas vraiment un pays pauvre, mais des pays plus pauvres qui génèrent beaucoup de GES. By the way, pour petite parenthèse, pour les 30-40 millions de Canadiens qu'on est rendus, je pense qu'on est comme 3/4e dans la génération des GES. C'est énorme, même si la Chine et les États-Unis nous dépassent bien sûr. Le Canada par habitant, c'est un des pays qui paye le plus au monde. On autorise à demi-mot aussi l'utilisation du charbon et des énergies fossiles à la suite de la conférence. Bref, on s'en va toujours dans un mur. Messieurs, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais commencer avec une analogie. Tu sais, il y a un épisode classique des Simpsons que j'aime beaucoup, puis je veux en parler. C'est Homer Simpson qui découvre la marijuana médicinale pour certaines choses. Puis là, il décide il veut faire légaliser ça, tu sais. Fait que là, il mène une campagne, puis tout. Puis après, il réalise que... Oh non, attends, c'est-tu Simpson du Family Guy? Je me souviens plus, mais en tout cas, bref. J'ai même pas écouté. Malheureusement, je ne suis pas calé en Simpson. OK, mais je pense que c'est Simpson, mais peut-être que c'est Family Guy. Mais en tout cas, je pense que c'est soit Brian et Stewie ou Homer. Mais tout ça pour dire qu'il y a un personnage qui veut faire légaliser le pot. Puis là, il mène genre une assemblée puis tout de gens qui comme « Yes, let's go, le vote c'est demain » tout ça. Puis après, comme quelqu'un leur amène un journal, puis ils réalisent que le vote c'était hier, puis qu'ils ont déjà perdu. Il y avait genre une initiative locale. Ben, c'est un peu ça avec le climat. C'est comme on est comme « Yes, let's go, on va faire des affaires », mais c'était comme genre hier qu'il fallait faire des affaires. Là, on parle du 1,5 degré. Là, on essaie de réduire les impacts parce qu'il va avoir des impacts. Il va avoir des impacts, mais là, on parle on va le limiter à 1,5 degré, alors que le strict minimum qu'on avait dit, c'était 2. Je pense quand à Paris, là, ou genre un peu avant Paris, après, on disait 2. Puis même 2, il semblerait que c'est pas assez. Parce que j'ai pris un cours sur la décroissance à ma dernière session d'université à maîtrise. Et comme pour elle, juste le 2 degrés, ça a on va avoir des réfugiés climatiques. On va avoir juste déjà avec ce qu'on fait en ce moment. Avec ce qui se passe en Colombie-Britannique, qu'on voit là en ce moment. Là. Mais tout ça pour dire que pour répondre aux questions, François,
pour l'espoir, moi, je vois ma génération et les plus jeunes ont l'air de plus en plus mobilisés que jamais pour le climat. Puis ça, c'est bon parce que ça presse les gens, ça tient les élus accountable. J'aime beaucoup ce que j'entends de Steven Guilbeault. Je trouve que déjà le ton est différent. Oui. Et je vois que c'est un vrai militant écologique qu'on a. Et ministre. Donc, on dirait qu'il ne sera pas, on dirait, le pantin pour justifier. On verra, là. Ça reste à faire, mais. Je souhaite qu'il ne devienne pas le Nicolas Hulot de la France, du Québec. Mais s'il le devient et qu'il le fait, c'est à applaudir. Dans le sens, s'il a le gars qui doit faire ça. Si on apprend qu'il est resté 4 ans avec Trudeau, puis qu'après il dit c'était toute de la merde, puis tout, mais on est comme OK, mais pourquoi t'es pas parti? Là, tu perds du respect pour le gars. Mais s'il y a le gars qui te s'en aller à un moment donné, puis dire non, ça va pas assez, là, tu crois le gars, puis tu te dis OK, ce gars-là, il est for real. Fait que ça pour dire, il y a de l'espoir, mais encore une fois, c'était un peu hier qu'il fallait agir. Fait que c'est comme vraiment pas assez ce qu'on fait, il faut vraiment en faire plus. Jay? Moi, je prenais des notes pendant que Ronnie parlait. Ouais. Moi, j'ai pas autant d'espoir que Ronnie, malheureusement. Attends, je vais finir la note parce que j'ai plein de choses qui me passent par la tête, là, mais OK, je vais écrire lundi. Lundi, ça va me dire quelque chose. Parfait. Moi, comme je l'ai déjà dit, dans un engagé public à Mané, puis ça m'avait quand même marqué cette citation-là. Dans mon cours de... Je me souviens même plus comment il s'appelait ce cours-là, mais c'est un cours d'humanitaire, crise humanitaire. Puis en gros, des affaires de sécheresse, là, ça existe déjà. Des gens qui manquent de nourriture puis qui s'en vont à cause de la guerre, ça existe déjà dans le monde comme beaucoup. Puis en Europe, je ne me souviens plus en quelle année, je pense que c'est même récemment, mais tu avais, je ne sais pas si ça a le lien avec la Syrie ou un autre, mais en Europe, il y a à peu près 1 million de réfugiés climatiques qui s'est déplacé vers la zone euro. La zone euro, c'est environ 300 millions de personnes. Fait que 1 million sur 300 millions de personnes, ça suffit pour foutre la marde dans zone euro. Puis c'est pas beaucoup, genre, là. C'est pas beaucoup, là. Pas beaucoup. Puis moi, je pense que dans genre 15, 20, 25, 30 ans, il va y avoir beaucoup plus que 1 sur 300 tièmes de personnes qui vont avoir besoin d'une nouvelle place pour vivre parce que ce sera tout simplement plus habitable à cause du réchauffement climatique. Absolument. Puis, et ça va foutre la merde. Ça va foutre la merde. Puis moi, je pense qu'il y a une espèce d'affaire humaine qui est tant longtemps qu'on ne voit pas les impacts concrets, on n'a pas tant envie de changer. Puis moi, je pense que ça se reflète un peu dans les élections. Tu sais, le Parti libéral disait qu'il était full pro-environnement. Je sais, j'ai vu, puis je l'ai critiqué là-dessus. Il y a des gens qui m'ont envoyé des études comme quoi le Parti libéral du Canada avait, selon certains experts, une très bonne plateforme d'un point de vue environnement. Mais en même temps, le Parti vert a perdu des sièges, puis je pense qu'ils ont perdu des votes. Puis comme le Parti vert, ça fait ça. Il faut être au pouvoir pour agir. Là. On peut plus attendre un parti dans 30 ans. Mais est-ce que les gens réfléchissent tant que ça en se disant je ne vais pas voter pour le Parti vert, je vais voter pour le Parti libéral, pour le NPD, puis pour l'environnement. Comme il y a le Parti vert de l'environnement qui est là depuis des années ne récolte même pas tant que ça de l'appui. Puis je comprends. Moi, je suis plus de l'idée qu'il faut... Genre, tu choisis ton parti puis véhicule le message au travers de ce parti-là, tu as beaucoup plus de chances d'être élu. Mais j'ai pas tant d'espoir. La coopération internationale, c'est ça qu'il nous faudrait. Puis il y a tous les pays agissent à titre de passagers clandestins, à titre de freerider. Puis ils veulent tous pas se sacrifier avant les autres. Parce que s'il y en a un qui ne se sacrifie pas pour l'environnement, ben genre, tu as perdu vraiment économiquement. Puis en plus, l'autre affaire, c'est que nous, on est dans un pays développé, puis on prend le temps de réfléchir à ça. Mais il y a bien des pays émergents puis des pays pauvres dans le monde, qu'eux autres, leur but, là, c'est de manger, dormir, puis trouver un endroit genre où aller aux toilettes. Puis eux autres, ils polluent, là. Ils ne savent même pas qu'ils polluent. Puis ils ne savent même pas que c'est important de faire attention à l'environnement. Parce que nous autres, voilà 50 ans, on ne parlait pas tant d'environnement, puis on était plus rendu à, OK, on essaie de trouver de nouvelles façons de se développer, puis de s'enrichir collectivement d'un point de vue économique, prospérité. On ne pensait pas à l'environnement. C'est que nous, on est rendu à un point tellement riche qu'on a le temps de penser à ça. Puis il y a bien des endroits dans le monde qui n'ont même pas le temps de penser à ça, puis qui ne savent même pas pourquoi il faudrait faire ça. Fait qu'on n'est même pas tous rendus dans le monde au même niveau. Puis en plus, c'est pas tous les pays, les gros pays influents, la Chine, qui n'en a rien à cirer de l'environnement. Puis là, avant, on avait Trump qui n'en avait rien à chier de l'environnement aussi. Là, avec Biden, j'espère que ça va changer. Puis le plan d'infrastructure vient de passer, là. Fait que ça va faire un petit boost, là. Oui, fait que je suis pas full optimiste par rapport à ça. Moi, comme j'avais déjà dit, je pense malheureusement qu'on va en subir vraiment des grosses conséquences. Il va y avoir énormément de morts de ça. Oui, des gens qui vont juste mourir, il n'y aura plus de place. Je pense qu'il va y avoir une avenue de beaucoup de protectionnistes. Les pays vont juste décider de choisir son monde au lieu de... Quelle belle je pense que c'est ça qui va arriver. Ça va être très, très triste, là, mais c'est
des morts à coups de millions, voire milliards. Les arriver dans évaluations un de air, croissance de population, c'est qu'il va y avoir une décroissance à partir ouais, de dans quelques années, très bientôt. On va plafonner si ce n'est pas déjà atteint, je pense. Et puis la démographie va recommencer à descendre sur la population mondiale. L'espoir que j'ai, moi, c'est du côté de la Chine et des États-Unis. C'est les plus gros pollueurs, puis c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Puis déjà, si eux commencent à faire la transition énergétique, ça va faire virer le paquebot, le lent paquebot de l'économie mondiale, puis ça va tirer un petit peu l'économie dans une direction. Puis on va réduire les GES qui sont exportés. Dans le plan infrastructure de Biden qui est passé, il y a quand même, puis c'est à l'échelle des États-Unis, donc on pitch des milliards, puis je veux dire, ça a quand même un effet, mais il y a 8 milliards sur juste des bornes de recharge électrique. By the way, là, ça va venir, on dit 2030-2035 au Canada et au Québec. Là. Mais ça, il faut commencer à planifier ça. Là. Hydro-Québec a déjà annoncé publiquement qu'ils ont des problèmes d'alimentation. On n'a pas assez d'électricité. Là, il faut planifier. Puis là, Hydro-Québec ne veut pas se lancer dans un nouveau barrage. Il faut commencer fucking right now à planifier cette transition-là et pas dans 50 ans. Je reviens à Biden. 5 milliards sur des bus verts. C'est là que dans la géopolitique des choses, le move de Legault d'aller financer Autobus Lyon, c'est fucking bright. Tu continues là-dessus. C'est super important qu'on alimente maintenant New York, puis il faut continuer à mettre notre main dans la nouvelle géopolitique du futur. Je continue. Après ça, on met 21 milliards sur l'amélioration de l'environnement en général, air, clean air, water, tout ça, et 73 milliards dans la transition vers un clean ou greener energy. Ils utilisent, je l'avais déjà parlé ici, là, ils utilisent la carotte et le bâton pour toutes les entreprises qui réduisent, ils font une transition en pourcentage de leur production sale vers d'énergie propre. Ils ont des avantages fiscaux et ils ont des pénalités fiscales s'ils continuent dans la même direction ou si leurs proportions sont maintenues ou augmentent. Fait que il y a quand même des choses qui se passent. Faut juste pas fucking attendre. Puis je trouve ça, c'est important à la CAQ à Québec. Je trouve ça super cool. Le nationalisme, j'en suis, puis c'est bien beau. Puis on comprend que ils ont aussi perdu 2 ans de mandat à prioriser la pandémie. C'est très normal. Faut que le prochain mandat soit pas majoritairement, mais sinon, oui, il faut vraiment qu'on prépare la transition énergétique au Québec. On va être dans un impasse, sinon, dans 10, 20 ans, parce qu'on n'aura pas créé des barrages, puis il y a de l'acceptabilité sociale à faire. Où est-ce qu'on les fait? Il y a beaucoup de questions en suspens. Fait que il y a de l'espoir, mais il faut travailler dès fucking maintenant sur la question. Ouais. Non, tu as parfaitement raison. En fait, c'est une question de... On veut... Les gens peuvent hurler autant qu'ils veulent, mais ça commence déjà... Ça commence d'abord et avant tout avec nos décideurs publics qui doivent... Puis pendant la campagne municipale, je l'ai vu, il y a clairement... L'action doit se prendre d'abord, selon moi, dans les municipalités. Ça doit venir du bas, puis ça doit aller vers le haut parce que, oui, les décideurs... Qu'est-ce qu'il disait Denis Goddard, René? Qu'est-ce qu'il disait sur... Think Global, Act Local. Think Global, Act Local, oui, c'est ça, exactement. Je suis un peu déçu. Non, mais c'est ça, il faut avoir une pensée globale, mais ça commence dans ta municipalité, ça commence à le compost, ça commence à moins utiliser sa voiture, ça commence à... C'est toutes ces petites mesures-là qui peuvent paraître vraiment niaiseuses, mais si on commence comme ça, bien là, après, ça encourage... Tu sais, les voitures électriques, là, on peut bien s'en acheter, mais ça crée quand même du trafic, ça crée quand même... Je me permets parce que ça, c'est dangereux. Les décideurs publics, je pense qu'il ne faut pas qu'ils mettent la responsabilité sur l'individu. Ça, c'est un fucking piège. C'est collectif. Il faut que ça soit collectif, mais il faut que les décideurs publics envoient le message à la population que si vous êtes prêts à agir, nous, on va vous donner les outils pour agir. Mais il faut que les outils pour agir ils soient en place. Il faut qu'il y ait du transport en commun adéquat. Il faut qu'il y ait des bornes de recharge. Il faut qu'il y ait... C'est un nouveau mode de vie qu'il faut définir. Hein. Il faut éviter le gaspillage alimentaire. Il faut encourager les circuits courts. Il faut encourager l'économie circulaire, le recyclage, tout ça, le compost, le recyclage du verre. Ça commence par tout ça. C'est difficile à faire gober ça aux gens quand tu leur montres depuis qu'ils sont jeunes que plus
c'est toujours mieux. Puis toujours plus, c'est toujours Oui. mieux. Puis, Puis tu que là, en sais, réalité, il faudrait comme stagner, voire Ou diminuer notre rythme de vie. Puis consommer notre qualité de vie. différemment. Ouais. mais Consommer différemment. est-ce qu'il faudrait arriver à possiblement de la décroissance, tu sais, carrément arrêter de dire on veut arrêter de croire, tu sais, on veut plus. Bon, On premièrement, le entend souvent- brander différemment, là, parce que ça Ouais. fait. Mais moi, Non, moi, je me Ça fait peur au monde, ça. Non, c'est ça, mais tu sais, de dire que d'avoir plus de développement économique, que le plus c'est toujours mieux, on va faire croître le PIB à un rythme toujours de plus en plus grand, parce qu'en même temps, tu sais, oui, la Chine s'est développée économiquement comme ça, mais c'est aussi comme ça que la Chine, tu sais, a full pollué. C'est en se développant avec un PIB de genre 10% par année pendant 10 ans, comme, tu sais, Qui disent. et ish, là, ça, c'est les chiffres qu'on a, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu sais, puis une population qui grandissait, puis tout ça, c'est comme ça que la pollution s'est faite, comme aux États-Unis, c'est fait comme ça, comme au Canada, c'est fait comme ça aussi avec les sables bitumineux, avec tout ça. Puis là, maintenant, à ce jour, on a beau avoir le gouvernement Trudeau, on est quand même encore propriétaire d'un pipeline. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'on va réussir à, effectivement, faire le plan qui était un peu comme, un peu, pas broche à foin, je veux dire, mais un peu décousu de genre, comme on va faire de l'argent avec ce pipeline-là, puis après le mettre dans l'environnement. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Mais la Norvège a fait ça, je pense qu'il y a comme 20 ans. C'était il y a 20 ans, 10 ans de faire ça, pas maintenant. Jay? Puis c'est ça, ma note, je m'étais écrit lundi. Mais c'est parce que lundi, je me suis inscrit au HEC Montréal. Il va y avoir un débat entre un sociologue et un économiste sur la décroissance. Okay. Puis Marie Abraham, c'est ça? Ouais, puis moi, je vais y aller. Ça va être très intéressant. Je vous en redirai des nouvelles ici aux engagés publics. Prends des notes. Je vais prendre des notes, j'ai bien hâte. Mais moi, je me souviens, j'avais déjà fait une... en gros, moi, j'étudie en économie, puis comme c'est pas que les économistes sont contre la décroissance ou sont juste sont pro, mettons, tout va se régler grâce à la technologie. Je connais beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui sont comme la technologie va tout arranger ça, fais confiance à l'innovation, puis tout. Mais reste que c'est vrai, on vit dans une planète aux ressources limitées avec une population grandissante. À un moment donné, ça va, on atteint un plateau, puis ça implose, ça marche plus. Mais moi, je suis un peu comme entre, genre, je prends acte de la réalité, puis l'autre affaire, la décroissance, faut savoir ce que ça implique aussi. Là, genre, décroissance économique, ça veut dire que tu fais ton ratio de dette PIB, il augmente d'année en année. C'est Puis ça. en général, le but, c'est qu'il diminue. Ça veut dire que d'année en année, tu es de plus en plus pauvre. Ben, genre, tu es de plus en plus endetté, tu dois de plus en plus d'argent aux autres. Puis tout le monde, tous les pays feraient ça comme ça. Ça veut dire que là, il se passe quoi avec la dette? Là? On va les rayer. Là, il y en a qui vont être plus perdants que d'autres. Les gens ne veulent pas ça. Moi, si tu me dois 1000$, François, je veux que tu me le redonnes, mon 1000$. Oui. Mais ça veut dire que l'an prochain, si tu me dois 1200, puis après, l'autre année d'après, ben, c'est 1400, mais à un moment donné, tu vas-tu me le redonner? Puis, en tout cas, ça implique, là, ça, c'est une chose, il y a plein d'autres choses que ça implique. Ça implique plein de choses d'un point de vue économique qui sont très difficiles pour les États. Puis, c'est pour ça que moi, j'avais des profs qui me parlaient de croissance limitée ou de croissance dans des endroits très, très verts. Ouais. D'un point de vue individuel, ça implique de réduire notre consommation. Mais est-ce qu'on a réellement envie de travailler moins, puis de, genre, tu sais, comme moi, j'ai un certain niveau de vie d'un point de vue alimentaire, mettons. Genre, je me fais ma nourriture, des fois, je m'en vais au resto, pas trop. Mais là, on me dit à moi et à tout le monde, fais moins. Genre, mange moins bien ou achète des affaires moins chères, va moins au restaurant. C'est pas tout le monde qui est prêt nécessairement à ça, puis qui sait que ça implique ça. Mettons, même d'un point de vue vestimentaire, là, achète moins de linge. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt et qui est capable d'acheter moins de linge. Là. On a un rythme de consommation extrêmement élevé, puis on s'en rend même pas compte. Ben, ou achète du linge plus local, achète de la nourriture moins transformée. T'achètes local ton linge, là, tu vas en acheter moins, je te le garantis. Ouais, c'est ça. Prends le métro, prends ton vélo des fois. Si tu prends ton auto tout seul, prends-la pas. C'est toutes des choses de même. Ça, c'est des petites actions. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Le sociologue. En dehors de Montréal, tu essaieras de prendre le métro. Le sociologue que tu vas voir lundi, c'est Yves-Marie Abraham. C'est un prof que j'ai eu. Je t'invite à le prendre. D'ailleurs, le cours que j'ai vu que tu as en maîtrise au HEC, c'était un cours à option. C'est la décroissance, théorie et pratique. C'est vraiment intéressant parce qu'on explore toutes les alternatives à ce qu'on appelle le développement durable, qui est une option, mais tu as aussi la croissance contrôlée, tu as aussi la décroissance. Puis le cours a décroissance soutenable aussi. Donc, il y a plusieurs options, puis tu vois plein de théories vraiment intéressantes. Je me sens vraiment vieux avec vos cours, les gars. Nous, on n'a tous pas vu ça dans notre époque. C'est full intéressant. C'est full intéressant pour être. Les cours commençants en environnement à mon époque.
Ouais. Puis j'étais souvent dans ce cours-là la personne qui disait oui, mais, ou oui, comment ça pourrait marcher, puis tout. Puis ça menait à des débats vraiment intéressants. Mais il faut cette confrontation d'idées-là parce que les gens qui pensent comme ça, il ne faut pas les exclure. Moi, dans ce cours-là, ça m'a vraiment choqué. C'est qu'il fallait faire un projet sur une problématique. Moi, j'ai choisi la Convention citoyenne pour le climat qu'Emmanuel Macron a mis en place en France. Ça, c'est vraiment cool comme idée. C'est que Macron a dit, on va prendre X nombre de citoyens français, on va les mettre dans une salle, puis on va leur faire nous émettre des recommandations. Puis il a promis avant la Convention citoyenne, une fois qu'elle a été formée, il a dit, toutes les recommandations qui vont sortir de cette Convention pour le climat, je vais les accepter. Mais genre, les gens sont choisis de manière au hasard? Non, mais c'est pour représenter la population au niveau démographique, géographique. Okay. Puis, il y avait différents niveaux d'éducation. Tu avais des gens avec un doctorat, des gens avec une maîtrise, des gens avec un bac, des gens avec un lycée, puis des gens avec, mettons, pas d'éducation supérieure. Ça a donné quoi? Ben, ça a donné beaucoup de recommandations, des bonnes recommandations. Mais là, Macron, quand il a annoncé Oh non. les recommandations, il a dit « Je les accepte toutes, mis à part 3 recommandations. » Il a dit « Écoutez, je sais que j'avais dit que je les accepterais toutes, mais mettons, ces 3-là, je vais mettre un veto dessus. Mais à part de ça, je vais toutes les mettre en place. » Et puis là, finalement, au fil du temps, on a réalisé que c'est vraiment comme une minime partie des recommandations qui ont été mises en place dans un projet de loi, une loi climat, qui a été vraiment dénoncée par tous les climato-sceptiques, qui ont été applaudis par les climato-sceptiques plutôt, mais dénoncés par les militants climatiques. Et au final, on a compris que c'était les lobbies qui avaient fait pression pour fait pression. Par exemple, un enjeu dont je me rappelle, c'est de réduire les vols entre les trop courtes distances en France. Tu sais, parce qu'il y a le train, par exemple, qui est plus, mettons, environnemental qu'un avion que tu peux prendre. Mais il y a des vols qui sont de très courte distance qui s'offrent en France. Et il y en a qui voulaient limiter le nombre d'allers-retours. Mais il y a des lignes aériennes régionales qui ont fait pression sur le gouvernement et qui ont gagné leur bataille. Puis finalement, ça n'a pas été mis dans le projet de loi. Tu sais, c'est des choses comme ça. Fait que tu vois que même si Macron avait toute la bonne volonté du monde de faire cette convention-là, puis que ça a vraiment marché, puis que les gens ont participé, puis ont émis des recommandations, au final, là, ça l'a pas donné ce que ça avait donné. Puis là, je voudrais vous sortir le document, puis tout, mais on commence à manquer de temps. Là, mais c'est ça, en fait, c'est que même une idée de même, quand on essaie de mettre dans les mains des gens les décisions, puis tout, ils font le travail, ils sont capables de le faire. Ils émettent des recommandations. Puis mais tu peux pas omettre le pouvoir, les rapports de force. On est des humains, il y aura toujours des rapports de force. Ça, exactement. Puis tu peux avoir les bonnes solutions. Probablement que Emmanuel, comment il s'appelait le gars Macron, le président. Non, pas, excusez-moi, le ministre qui a démissionné en France. Hulot. Probablement Nicolas Hulot, il y avait les bonnes propositions, il y avait les bonnes solutions. Ouais. Mais tu peux pas ignorer les rapports de force en présence. S'il y a beaucoup de bidous en jeu, il y a des lobbies qui vont faire pression. Puis on n'en parle pas souvent des lobbies au Canada. On en parle aux States. Mais dans notre propre pays ici, puis là, je parle du Canada, de l'autre pays. Puis au Québec aussi, ils ont beaucoup de liens avec les ministères. Donc, ça a beaucoup d'influence. Un mot de la fin, les gars, avant qu'on se laisse? Jay? Oui, mot de la fin. Je ne sais pas si on en a parlé aux engagés publics, mais moi... Dans le fond, je suis en processus de vendre mes actions d'Air Canada parce que je considère pas ça cool. Pour quelle raison? Parce que dans le fond, le gars, j'ai fait un texte récemment là-dessus parce que des fois, je fais des textes pour le Mouvement Québec indépendant. Okay. Je sais pas à quel point les gens lisent ça, mais bon, il fallait que je fasse un texte. Veux-tu profiter pour référer? Est-ce qu'on pourrait lire ça? On va le googler. Attends. Dans le fond, c'est Mouvement Québec indépendant, puis c'est runné par Martine Ouellette. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que Martine Ouellette, maintenant, est avec Climat Québec. Okay. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Elle est candidate dans Marie-Victorin, en fait. On va le googler. En fait, ouais, c'est ça. Fait, en tout cas, mais c'est pas ça l'important. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça très insultant en tant que francophone d'Amérique, puis fier francophone d'Amérique, comme nous autres, puis bien les gens qui nous écoutent, bien les gens au Québec, tout court, de savoir qu'il y a une personne qui méprise à ce point-là le français en considérant qui n'est même pas important à Montréal d'apprendre le français. Puis le pire, c'est qu'il a raison. Là, il est capable de vivre en anglais à Montréal, puis il est très bien capable de vivre en anglais.
Mais puis moi, je trouve que c'est l'exemple typique de pourquoi genre, on l'a échappé collectivement d'un point de vue linguistique au Québec, puis qu'on doit rattraper la chute. Parce que le Québec, l'anglais, c'est important. Apprendre l'anglais, c'est important. Savoir le parler, c'est important. Mais ça ne veut pas dire pour autant de se foutre du français puis de négliger le français à n'importe quel endroit au Québec. Savez-vous ce qui est le fun dans ce dossier-là? C'est que c'est pas venu du politique. C'est venu d'un média, c'est venu d'un journaliste qui a picossé le PDG, mais c'est venu de la société civile. Puis ça a été repris après ça par la politique, bien sûr. Mais c'est le fun parce qu'on dirait que... c'est le fun pour ceux qui croient en le maintien et la survie du français. C'est comme la société civile elle-même est en train d'établir un standard. Il y a un nouveau... On l'avait laissé aller... Le nationalisme revient avec toute la nouvelle position politique du Québec en ce moment, la position historique du Québec. Mais on dirait que dans la société civile, c'est un nouveau standard qui reprend un petit peu du gain. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quelques annulations de discours publics. Parce que justement, les justificatifs, j'ai plus l'entreprise en tête. Je pense que c'est la Chambre de commerce de Montréal. SNC Lavalin. Puis exactement. Et le PDG, CEO disait... je veux ajouter plus de français. Donc, tant mieux, mais on dirait qu'il y a un nouveau standard. Parle pas assez bien français, ouais, c'est ça. Ronnie, toi, ton mot de la fin? Oui, ben moi, pour revenir sur ce que Jay a dit, effectivement, j'entendais ce matin une chroniqueuse, je pense que c'est Lise Ravary qui parlait à Bernard-Drinville, qui disait qu'on a trop essayé longtemps le bâton pour encourager les gens à apprendre le français. Puis là, maintenant, ce serait peut-être le temps d'essayer la carotte, dans le sens d'encourager les gens à prendre des formations, leur offrir la formation, parce qu'on parlait de la loi 101 appliquée au cégep. Moi, je ne pense pas que c'est la solution. Je suis d'accord avec M. Legault là-dessus quand il dit que ce n'est pas 2 ans de plus au cégep qui va faire en sorte que quelqu'un utilise le français dans son quotidien. Ce qu'il faut, là, c'est rendre le français attrayant, mais pas juste la langue. Mais ça, tu fais ça par le pouvoir puis le cash. C'est les seuls moyens. C'est le cash. C'est le drive. C'est ce qui drive à Montréal, l'anglais, c'est le cash. Exact. C'est les jobs. Mais tu sais, c'est important de bien enseigner l'anglais, mais c'est aussi important que les gens apprennent le français parce qu'on leur fasse comprendre les bénéfices qu'ils vont avoir. C'est la francophonie, le français va devenir une des langues les plus parlées dans le monde. C'est déjà, je pense, la 5e, 6e la plus parlée dans le monde. Ça va devenir la 2e ou la 3e dans pas longtemps à cause de la francophonie en Afrique. L'Afrique qui grandit. Ça va devenir inévitable aussi. Le mandarin, le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, mettons, c'est les 5 langues les plus pertinentes à apprendre. Puis c'est important de le dire au Québec. Moi, mon mot de la fin, ça va être sur ce qu'on a vu pendant les élections municipales, parce que c'est vraiment cool qu'on ait eu une vague jeunesse et écologique. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai jamais connu autant de gens qui ont gagné ou qui sont présentés aux élections qu'à la dernière élection municipale. Maintenant, j'ai un ami. C'est parce que tu vieillis. Tu fais du networking, puis... J'ai un ami qui est maintenant maire de Saint-Bruno. Je connais quelqu'un qui a été élu avec Catherine Fournier. Je connais beaucoup d'élus à Montréal. J'en connais un peu à Québec aussi, des attachés politiques et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun, c'est que les gens qui ont fait leur éducation politique à travers des partis, des mouvements, tout ça, se présentent maintenant. Fait que ce que j'enverrais comme message à nos auditeurs, c'est présentez-vous. Si vous n'êtes pas prêt à vous présenter tout de suite, commencez à vous engager. Militer. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter pour essayer. Vous pouvez militer. Faut que tu fasses tes classes. Faut que tu apprennes les règles. Ça peut être une cause, ça peut être un parti, ça peut être une pétition, ça peut être tout ça. Puis un jour, si le jour vient où vous êtes prêt à vous présenter, bien allez-y, il n'y a jamais de bon moment. Moi, j'aimerais ça le faire un jour, mais je sens que ce n'est pas encore le moment pour moi. Je sens que ce n'est pas optimal, mais le jour où je vais le sentir, peu importe la prochaine élection qui s'en vient, je vais saisir la chute. Comme je pense que Jérémy aussi va faire un excellent député un jour. Ministre des Finances peut-être en devenir. Va faire un très bon stratège ou élu ou chef de cabinet ou peu importe. Je vais commencer par essayer de réussir mes examens comme du monde. Et après, on passera à une autre étape. Mais ça pour dire, même si aucun de nous le fait nécessairement puis qu'on n'est jamais élu ou qu'on ne se présente jamais, il y a toujours un moyen de rester engagé. Puis ça, c'est vraiment important de le faire. Autant on l'a vu avec la loi sur les trans à Québec. On le voit avec la COP26, on le voit avec le municipal, on le voit avec le jeune homme qui s'est fait tirer dessus avant-hier puis qui dit qu'il y a une mobilisation. Donc, c'est important. Il faut prendre en main notre société et ce qui nous arrive. Peu importe. Moi, quand quelqu'un me dit « je ne suis pas politisé », je dis « qu'est-ce que tu lui dis, Je dis, en fait, il y a 2 choses. Généralement, je dis « est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait chier dans la société? » Oui. Puis là, il me dit « oui ». Puis quand c'est une femme, souvent, je lui demande « est-ce que tu es féministe? » Elle va me dire « oui ». Puis là, je dis « je t'annonce que tu es politisé. » Puis après, si c'est un homme,
Si c'est un est-ce gars, que tu crois, est-ce que tu es pour ou contre l'avortement? C'est ça. Dépendamment de la réponse, tu es politisé. C'est ça. Puis si c'est un homme, généralement, je vais lui demander qu'est-ce que tu changerais autant dans ton quartier, dans ton pays ou ta province. Puis là, la chose qu'il me répond, je dis, tu vois, ça, c'est une opinion politique. Puis généralement, ils vont dire, le système de santé est trop lent, j'aimerais ça, mettons, qu'il y ait plus de patients, plus de docteurs ou plus d'infirmières pour s'occuper des patients. Puis là, je dis, tu vois, ça, c'est une opinion politique. Parce que le vrai monde, là, Ronnie, là, quand il parle, le monde normal de Denis, là, quand on parle de politique, eux autres, ils pensent à la partisanerie. C'est ça, exactement. Ouais. Puis là, tu leur montres que non, c'est gérer ta société. C'est gérer, tu sais, c'est con, mais à Verdun, tu sais, où j'habite, un des enjeux, c'est le centre aquatique. Est-ce qu'il va être sur l'île des Sœurs ou est-ce qu'il va être à Verdun? Puis ça, c'est vraiment un gros enjeu. Là. Okay. Il y a des gens qui, sur le groupe Verdun Communauté, tu sais, les gens veulent une piscine, ils veulent un centre aquatique, puis ils veulent sur la terre ferme à Verdun, pas à l'île des Sœurs, qui est, mettons, moins accessible si t'as pas d'auto, puis tout, parce qu'il n'y a pas de métro, puis tout. Donc, c'est juste ça, c'est un enjeu. Puis juste pour ça, quelqu'un pourrait militer, par exemple. Donc, ça peut commencer là, puis ça peut finir à la COP26 sur la scène internationale. Voilà. Puis entre tout ça, il y a comme un spectre. Il y a une gradation. Voilà. La question, c'est qu'est-ce que vous en pensez à la maison? N'hésitez pas à nous écrire en commentaire sur Twitter, sur Facebook, sur nos plateformes. Écrivez-nous ce que vous pensez de la COP26, d'implication politique et de ce qui se passe au Québec et au fédéral. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Merci à toi, c'est vraiment nice. C'est vraiment cool. Et on se voit pour les auditeurs la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à nos médias sociaux sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Notre podcast est sur Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud et Spotify. Et pour avoir l'infolette, allez voir la boutique pour le merveilleux linge. Et pour vous engager, voir des formations politiques, vous allez sur engagépublic.com. Alors, merci tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.